Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Gaijin Dash, l'épisode qui va conclure ce mois de juin. On est tous réunis autour de cette table, ça fait extrêmement plaisir. On a même Gaijin Dash plus 1. Mais qui est-il? Nani. Que fait-il? Nani. Mehdi, on s'était dit depuis très longtemps, depuis plus d'un an, que une fois que le confinement commencerait à se détendre, on se retrouverait autour de ce plateau pour célébrer une série qui nous tient à cœur. Cette série, c'est Suikoden. Eh bien, c'est enfin le cas. Comment ça va, Mehdi? Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les lecteurs qui ne te connaissent pas forcément? Eh ben nickel, merci, et puis merci à promesse tenue pour ceux qui douteraient. Moi je suis Mehdi de mon nom civil de Babis Organi, je suis grand fan de Suikoden, je vais essayer de prouver sans dire un minimum de bêtises, et de fan de jeux japonais, parce que sinon je me serais déjà fait congédier. Sinon je suis aussi rédacteur depuis peu, je suis rentré dans la grande famille Gamecult avec une interview exclusive justement sur Eiyuden Chronicle, et en dehors de ça je suis aussi auteur de 2 bouquins, un sur la biographie officielle de Suda 51 chez Pixel Love et un autre sur Snatcher et Police Notes aux éditions Third Edition. Voilà, celui-ci entre guillemets malheureusement disponible que dans leur abonnement premium. Je dis malheureusement, mais allez-y, hein, c'est de la belle ouvrage. Et sinon, je suis aussi prof de game design à l'école Isard Digital. Voilà. Très bien, sacré. Y a-t-il une chose que tu ne saches pas faire? Avec toi, donc, on va célébrer un petit peu en retard les 25 ans de la série Suikoden, et on va célébrer un autre anniversaire, parce que vous savez, un Gaijin Dash, c'est l'anniversaire perpétuel. On est un peu le Capcom du podcast, finalement. Et je vais me tourner vers toi, Greg, parce que aujourd'hui, bonjour, au jour même où on enregistre cette émission, c'est un événement. Pour moi en tout cas, oui. Ah oui, mais pour nous aussi, hein, puisque sans toi, en tout cas, pas de moi. Les 30 ans de carrière de Greg de Joypad, Greg de PlayStation Magazine, Greg de Gamecult, 30 ans de carrière. On va revenir là aussi tous ensemble sur ce parcours. On a plein de questions à te poser, mais avant toute chose, on ne voudrait pas sacrifier à la tradition. Quand on annonce Greg, il y a le petit jingle. Et attention, c'est parti. Ah, ça rend moins bien avec le masque. Ouais, on garde encore un petit peu les masques. C'est vrai qu'on commence à être un peu tous vaccinés, même full vaccinés. Voilà. Je me tourne vers toi, Daniel. Ça y est. Lui, il est vacciné, c'est dégueulasse. Il a le droit de faire son intro. Il a le droit de faire son intro. Bon, alors après, c'est pas lui qui chante les paroles. Hein, il a mimé le. Ah bon? Bien entendu. C'est Lip Sync for Your Life. Voilà, t'as une belle manette là sur le plateau. Je suis passé au pour magasin. tes streams. Il a sorti son shopping. J'ai acheté micro. J'ai laissé mon shopping sur la table. Je suis désolé. Toi-même un Mario Tennis. Bon, en tout cas, ça va. J'ai acheté Mario Mario Tennis. Écoute, ça va. Je suis content de te voir. Allez. Je suis content de vous voir. Je suis content d'être là. C'est une bonne saison qui se termine presque. C'est vrai que c'est encore une saison de Gaijin Dash qui, on va revenir à la rentrée. Il y aura forcément des Gaijin Dash cet été. On va voir un petit peu en fonction des plannings des uns des autres comment on s'arrange. Et je tiens à dire aussi, c'est pour une fois, on a un épisode qui est tourné en salle et pas en public à Japan Expo, donc on est sûr d'avoir la bande. La tristesse. Si Hubert enregistre bien, c'est vrai qu'il y a on a la bande. Il y a toujours ce Gaijin Dash secret mystère qu'une poignée d'élus ont pu voir. Le collector. Le collectorissime. L'un des meilleurs, hein, et pourtant il n'y avait pas Greg, alors c'était... Tu vas tirer les conclusions, je vais quitter ce plateau, c'est ça? C'était un autre temps, c'était dans le monde d'avant, c'était à Japan Expo, peut-être Japan Expo 2022, en tout cas on le souhaite, j'espère que tout ça va s'aplanir quand même. Plein mois de juillet. Tokyo Game Show, hein, on n'y sera pas évidemment, ça c'est un peu triste. L'année prochaine, les choses peuvent changer si vite. Non, pour 2022 Non, pour 2021. Ah, pour 2021, non, c'est pas possible. Remarque, tu sais quoi? On est exactement aujourd'hui à 31 jours d'un certain grand événement au japonais. Japon. Voilà. C'est vrai. Qui aura lieu un lui événement aussi. qui a coûté 13 milliards de dollars. Ouais. Je comprends que t'aies pas envie de l'annuler. C'est pas la sortie de la PS5, je peux t'assurer. Effectivement. Et d'un événement à l'autre, on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé durant le 3 2021. Ce sera juste après le petit jingle du Point News que Sega nous envie.
On parlera d'ailleurs un petit peu de Sonic durant ce point news, puisque Sonic, lui aussi, fête son anniversaire, l'émission Tous les anniversaires décidément. Mais avant toute chose, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant le 3 2021. Vous l'avez peut-être vécu, je l'espère, en notre compagnie sur Gamecult. Et du côté du jeu vidéo japonais, il y a quand même eu quelques grosses annonces. Mais on va pas se mentir, et là je me tourne vers Daniel qui était dithyrambique sur les différents chats de Gaijin Dash quand on prépare l'émission. Est-ce que je participe au chat aussi? C'est vrai, c'est vrai. Le chat du Twitch. Est-ce qu'il n'y a pas eu Elden Ring et les autres cette année pour le jeu vidéo japonais? Alors les gens disent ouais, le jeu vidéo japonais il est en retrait. Le jeu de l'E3, le jeu de l'E3 2021, c'est Elden Ring. Ah ouais, il y en a pas eu d'autres? Non, mais il y en a pas d'autres quoi, je veux dire. D'accord. Non mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut ne serait-ce que rivaliser, mais j'en ai plein là, je vais t'en citer plein. Ouais, tu parlais de Sonic là, oui, on a hâte vraiment. Mais honnêtement, en termes d'envergure, ouais, c'est sûr. Elden Ring, c'est à la fois l'ambition et c'est à la fois la promesse. Et tu sais quoi, quand tu les entends, parce que il faut aussi lire les interviews et ce qu'ils ont dit, raconté après parce qu'ils en ont pas montré, mais ils ont raconté un peu. Bah, tu fermes les yeux, tu te dis qu'est-ce que je voudrais dans Elden Ring. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement la promesse de ah ouais, tu veux ça dans Elden Ring, tu veux hop là, il te le donne. Et j'ai envie qu'il me donne exactement ce que j'ai envie. Et il y aura des femmes centaures à 4 paires de seins. Pour toi, peut-être. Alors, la promesse de Elden Ring, donc, c'est quand même un Soulsborne, mais avec une dimension monde ouvert qui te mènera un petit peu là où tu le souhaites, dans l'ordre dans lequel tu le souhaites, même s'il y a un guide qui va un petit peu, voilà, Alors c'est Dragon's Dogma, quoi. Voilà. Non, soyons sérieux quand même. Mais voilà, et ça, Daniel, c'est une promesse suffisante pour te faire repartir. T'as pas le sentiment finalement qu'on arrive un peu au bout de la formule et que voilà, on va juste avoir une zone de jeu plus grande et point final. Tu sais quoi, à un moment, moi j'adore Mario, et à un moment Mario, il y avait la cape et tout ça, et ensuite il y a eu Yoshi, et tu te disais qu'est-ce que tu peux faire de plus, et Mario 64 est arrivé. Moi je suis prêt à avoir une offre qui itère sur elle-même, c'est-à-dire qu'une offre qui renchérit et qui se dit bon bah ça c'était Dark Souls, bah là ça va être Elden Ring. Je suis prêt à l'accueillir comme une évolution du genre. Ouais. Je suis vraiment chaud. Tous les atomes de mon corps disent oui à ça. Tous, sans aucune exception. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir relativement vite. Alors, a priori, il est censé arriver le 22 janvier prochain, donc 22 janvier 2022. Ça, j'étais estomaqué qu'il sorte si tôt. Honnêtement, ça me paraîtrait pas ouf qu'il le retarde, parce que ça m'a l'air vraiment même tôt par rapport à ne serait-ce que la promesse de ce jeu, quoi. Ce serait pas incroyable qu'il le retarde. Et moi, tu sais, je préfère un jeu bien fini et retardé et bien fini que bâclé, qu'ensuite Pouillot dise pendant 140 ans oh là là, il y a 10 secondes de trop de loading quand tu meurs, des conneries comme ça. Tant qu'il n'y a pas 1 minute 20 comme Bloodborne, moi le reste ça me va, hein. Ouais, mais dès le mois suivant c'était 30 secondes. Alors et maintenant il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on se dirige vers des jeux parfaits à chaque mise à jour? Moi je sais pas. Moi je prends simplement le jeu tel qu'il est et le From Software le plus ambitieux jamais créé, de l'aveu de Hidetaka Miyazaki qui n'allait pas dire le contraire de toute façon. Bon, tu connais un développeur, un interview qui te dit oh bah mon jeu il est moyen. Ouais, mais je peux le croire, tu vois, ça fait longtemps qu'il a pas sorti de jeu. En plus, bon, il y a Gérard Martin derrière. Alors Gérard Martin, je pense qu'il a dû signer au bas de la feuille. Il a dû laisser une note d'intention. Il y a des elfes et des nains. Oui, allez, tenez. Voilà, je mets mon nom. Et vous voulez que je dise un truc à la caméra? Oui, c'était super. J'ai pas vu le jeu, mais c'était très bien. Merci. Il y a un moment, il y a un cheval et il court en vertical. Voilà. On sait pas. Non, mais a priori, il semblerait que le scénario soit un petit peu moins cryptique et davantage centré sur les personnages. C'est pas du luxe, hein, dans l'univers de From Software de Miyazaki d'avoir des choses un petit peu plus limpides non plus. Donc, ce sera intéressant de voir d'ailleurs justement comment ils vont articuler ça, parce qu'on est quand même sur un jeu qui a vraiment marqué et a rendu, a démocratisé dans toutes les soirées le terme narration environnementale. Là, comment avec un mec, même si je pense que comme le disent Greg et Daniel Camouille, on va se retrouver avec un truc où objectivement c'est plus sa signature, Martin qui va signer le truc qu'autre chose, mais je sais pas comment ils vont se débrouiller en fait. Mais je suis un petit peu moins dithyrambique et hypé que Daniel. Mais bon, après je viendrai voir. Ce qui me fait peur pour l'instant, c'est le côté, alors je vais être un peu dur, hein, c'est le côté un peu rapiécé. Il y a du Shadow of the Colossus, il y a du Bloodborne, il y a du Dark Souls 3.
Voilà, là, Moi, je me demande comment tout ça... Oh merde, il y a du Bloodborne, il y a des Dark Souls 3. Oh Ouais. merde, c'est vraiment très très dur. Bah, de toute façon, oui, c'est le que des côté choses que je n'aime pas. synthèse. C'est le côté Non, qui synthèse sont de- cool, mais après faut voir, faut voir comment la synthèse prend, parce que c'est Ouais. bien de l'annoncer comme ça sur le Et on papier, peut mais jouer en multi en plus. Et ça, c'est, Bah, le ça, multi c'est ouf. sera là évidemment et même tu seras épaulé par des invocations régulièrement. Donc voilà, ça permettra. Bah, ça, Honnêtement, c'est- est-ce que le jeu sera jouable? C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Hein, parce que... Enfin, jouable, plutôt abordable, j'ai envie de dire. Parce que l'avantage de Dark Souls et de ses suites, c'est que comme le monde est grand, mais pas non plus gigantesque, bah tu meurs, t'as pas trop de chemin à faire pour retourner. Mais si tu meurs sur un continent et qu'il faut que tu te retapes toute la traversée ou quoi, Bah, là, ça ils va ont vite dit qu'il y m'énerver. aurait quand même un système de feu de camp, des choses quand même assez simples, emblématiques de Dark Souls pour éviter justement d'avoir cette espèce de grande distance à parcourir Ouais, systématique. qu'est-ce que ça a l'air bien. Bref. Et puis l'autre souci aussi que tu risques d'avoir, c'est que t'as plein de gens qui vont dire oh génial, un jeu fait par le créateur de Game of Thrones. Et puis en fait, les mecs vont mourir parce qu'ils sont pas super bons aux jeux Ça me vidéo. rappelle les gens qui vont acheter un jeu estampillé Final Fantasy et qui vont se faire défoncer par Chaos. Ouais. Mais je te spoil pas. On y viendra, Je te spoil pas. effectivement, ça fera partie des gros morceaux qu'on va évoquer pour cette E3 2021. Qui dit jeux vidéo japonais est évidemment Nintendo. Voilà, qui s'est offert, comme toujours, un Nintendo Direct d'une 40aine de minutes où il y a eu pas mal d'annonces. Il y a même eu des annonces exclusives japonaises que tu nous as rappelées juste avant d'enregistrer, donc c'était plutôt bienvenu. Sorry. Mais voilà, ça avait commencé d'ailleurs sur ce moment, sur ce volcan. Et Voilà. là, tout le monde s'est dit oh putain, il y a Ganon, c'est Breath of the Wild. C'est vrai, Breath of the Wild 2, bah, le troll était évident, hein, je pense, oui. mais non, c'est Kazuya qui jette tout le monde dans le volcan. Il respecte lui aussi la tradition. Il n'y a que Kirby qui s'en tire, hein, a priori. Et donc, le rendez-vous c'est fixé au 28 juin pour savoir un petit peu comment se manie Kazuya Mishima, qui arrivera donc dans le roster de Super Smash Bros. Je pense que Ultimate. c'est un vrai troll de Sakurai qui est fan de jeux de baston et qui n'a jamais eu Tekken contre Street Fighter. C'est vrai qu'il a Bah été oui. officiellement annulé. Hein. Arada l'a dit, non, ne comptez pas dessus. Il n'arrivera jamais. Bah si, du coup. Et voilà, il arrivera sur Switch. C'est vrai. Parce que bah oui, t'auras même King of Fighter, enfin Fatal Fury et contre Tekken. Bon, au moins, ils ont pas pris Yoshimitsu, donc c'est pas un mec avec une épée. c'est vrai. Ça fait un épéiste de moins. Puis ça fait des Echo Fighters très faciles hein, quand même avec la famille Kazuya. C'est vrai, puisque j'ai cru comprendre que Heihachi faisait également partie des Bah, skins, hein, et les Mishima, co-fighters. Ouais. et voilà. Tout à fait. Il y a eu pas mal de recyclage d'ailleurs du côté de chez Nintendo avec un Mario Party Superstars qui va aller piocher dans les anciennes cartes, dans les anciens plateaux de la version N64 et un best-of de mini-jeux là encore comme on avait eu droit sur 3DS. Ça sortira cet automne. On a également eu la confirmation d'Advance Wars 1+2 Reboot Camp avec son petit mode versus à 4 et sa direction artistique légèrement retouchée pour le meilleur, pour le pire. Je vous laisse seul juge. Oh bah ça ressemble à un jeu mobile quoi. Ouais, c'est Et- ça. Voilà, vous avez jugé assez durement du coup. Écoute, des Clash of Clans fait des milliards. Nintendo, pourquoi est-ce qu'il Non mais c'est cool de grappillerait pas permettre un à peu une nouvelle génération de joueurs de redécouvrir ça. On Ouais. en parlait sur le Retro Dash GBA en plus que ça manquait un petit peu de comment dire, ça manquait un petit peu d'Advance Wars. On compte 20 ans là encore pour Eh ouais. Advance Wars. Et c'est assez malin hein, visuellement, je trouve. Alors c'est pas du niveau de ce qu'ils ont fait sur Zelda Link's Awakening, par exemple pour l'effet plastique et tout, mais ça, voilà, ça a l'air de bien marchoter. Je pense que ça peut séduire aussi des plus jeunes générations au niveau de la proposition. Tout à fait. Et on a eu quand même un droit enfin à du gameplay inédit pour Shin Megami Tensei 5 et à une date de sortie, ça y est, c'est confirmé 12 novembre. Alors là, il me faudra me passer sur le corps pour le test, je vous l'annonce, mais Ouais. bon, voilà, c'est l'avantage aussi de recevoir les codes. Enfin, ils passent directement par ma boîte mail, donc voilà, je les dispatche ou pas, c'est à la discrétion du Oui, propriétaire, comme on dit. en plus, ce qui est bien, c'est qu'en novembre, c'est pas du tout, il n'y a pas de grosse actu pour le On rédac chef. trouvera. Je Si pense on t'avait dit, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, que l'un des enjeux de Nintendo à l'E3, ce serait Shin Megami Tensei. Ouais, Est-ce alors, que tu aurais ri ou est-ce que tu... je serais tombé, il l'avait un petit peu annoncé, mais oui, je serais tombé des nues de me dire que voilà, c'est désormais un jeu majeur dans leur catalogue. D'ailleurs, les RPG, ils insistent un petit peu dessus. Hein. Il y avait même un projet qu'on connaît, on connaît bien les gens qui le font, c'est chez Artisan Studio, Astria Ascending. Tu sens que comme ils n'ont pas forcément de licence de franchise RPG chez eux, ben, dès ils qu'ils en poussent les tombent autres, un, ouais. ils poussent ceux des autres. Alors, il y a un truc que je veux dire, c'est que lui, c'est exactement la même que dans Tokyo Mirage Session. C'est ouf. Ils se sont zéro foulés.
Ah, t'es dur quand même. Il se sent zéro Il a quand foulé. même du style, C'est le la jeu. même typo, c'est la même UI, c'est vraiment. Ah oui, mais c'est une belle interface. Ils Ah savent non, faire mais- leurs interfaces, Atlus, on peut pas leur... Atlus, tu peux pas leur enlever ça, ils savent faire des interfaces. Et en plus, il y a un système qui s'appelle le Press Turn, t'es au courant? qu'on n'a jamais vu. Press Turn Ouais. qui se fête donc c'est 20 ans bientôt. Ah ouais, lui aussi. Puisque je l'ai Tout le rete- monde fête ses 20 ans. Puisque au je l'ai final. retesté le mois dernier avec Shin Megami Tensei 3. Ouais. La petite surprise du chef qu'on n'attendait pas, c'est évidemment l'annonce d'un nouveau Metroid qui ne soit pas Metroid Prime 4, Metroid 5. Ouais, y a pas de 4. Eh non, eh bien est arrivé donc Metroid Dread, c'est même un projet qui a été longtemps en rumeur à tous les E3, c'est sûr, on va revoir Metroid Dread, ça date de l'époque DS, c'est même un développement qui avait été commencé, entamé en 2005, on en parlait déjà à l'époque, je me souviens quand on faisait l'E3 avec Trunks, on se disait ah peut-être Metroid Dread, eh bien le voilà. 2021, ce sera cette fois-ci. Bon, un Metroid signé des Espagnols de Mercury Steam. Et Ça faisait longtemps. comment dire, est-ce qu'il va réussir à trouver sa place dans son propre créneau? C'est ça la question. Alors oui, bien sûr, il y a la licence derrière Metroid qui va faire que forcément ce sera un événement. Mais des Metroidvania, on en voit passer tous les 4 matins. Est-ce que celui-là, il va avoir quelque chose en plus à proposer, à votre avis? Bah, Super Metroid, c'est. Il y a eu des Metroidvania, mais il y aura qu'un seul Super Metroid. Quoi. Ouais. Mais regarde, Metroid Samus Returns, on l'a un petit peu oublié déjà. Bah, c'est pour ça, hein, c'est les autres, c'est qu'il y a vraiment Super Metroid et les autres, quoi. Est-ce que tu penses que celui-là, avec sa formule, bah tiens, Mehdi, toi qui es fan de Metroidvania, est-ce que c'est un jeu qui peut t'attirer? Alors honnêtement oui, au-delà du côté douille évidemment, le Dread is Dead disaient certains, mais au-delà de la blague, ouais, moi je suis assez hypé, ça me rappelle, alors, rien à voir niveau Metroidvania, mais Shadow Complex, Complètement. dans le côté vraiment dynamique, péchu, donc franchement s'il y a un côté où on peut faire du hit and run et que ça reste dynamique et qu'en même temps on prend du plaisir à l'exploration pour ceux qui seront moins doués manette en main, bah moi j'attends. C'est sûr que ça a pas l'air d'être le naufrage qui a été pas zéro mission. Oh là là, je vais me faire tuer. Other M pardon, mais Ah oui, voilà. bien sûr. Other M, c'était celui de la Itagi- team Ninja pas- Gaiden, c'est ça? Ouais, Oui, tout à fait. c'est ça. Itagaki. Ouais. Donc voilà, Metroid Dread arrivera lui début octobre et ce sera l'occasion, là aussi, d'un bon test en bonne et due forme sur Gamecult. Évidemment, c'est le Faudra jeu qui... passer sur ton corps là. Ah bah doublement, Là aussi. voilà, deux fois de suite. Évidemment, on fêtait les 35 ans de Metroid et ça a été relativement léger. On fêtait également les 35 ans de Zelda, puisque ce sont donc des séries nées en 86, décidément. Grande année. Grande année. Zelda qui a eu droit effectivement à son trailer de Breath of the Wild 2. Donc là, je me tourne vers le défenseur, De l'homme Breath of the qui Wild. pense que c'est l'alpha et l'oméga du jeu d'action-aventure. pense C'est que c'est évidemment le Daniel. J'ai voté, c'est le Jeu de la génération pour c'est les le lecteurs de Gamecult. deuxième meilleur jeu de la génération. C'est lequel le premier? Moi, j'ai voté pour Bloodborne parce que ça me plaisait qu'un 8 sur Mais 10. c'est Fortnite là, je regarde les vidéos. Ça me plaisait qu'un 8 sur 10 soit un jeu de la génération. Mais Regarde, après, c'est Fortnite. t'es con. Il se Fortniteise, c'est ça Voilà. que vous me dites? Oh là là. Bon, tu te tournes C'est vers vrai moi, qu'il y c'est a pour me Nintendo qui provoquer. a pas eu de skin sur Fortnite. C'est vrai. Bah, je me tourne vers toi pour te demander, est-ce que ça t'a plu déjà ce que Ah t'as bah vu alors, je suis juste un peu inquiet en termes de délai parce que ils disent 2022, on n'a pas le vrai titre, On cible 2022, tu sais très on bien n'a ce qu'il va pas en vu, être. on n'a pas vu le perso en entier, ce qui est un peu louche. Mais à part ça, ouais, moi je suis totalement ouvert à cette proposition, ça a l'air intéressant. Et surtout, il y a quand même du savoir-faire avec Breath of the Wild. Je suis très intéressant ce qu'ils vont, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils montrent au moins un truc de technique, c'est-à-dire qu'un twist. On savait que Breath of the Wild c'était la base et qu'ensuite ça allait être, on pensait que ça allait être là, celui-là allait être le Mojola no Kamen, tu vois, on pensait que ça allait être le Mask of Mojola. Et on n'a pas vu encore le gros gimmick qui allait être le gimmick on voit juste le mec Link. On voit quand même la verticalité qui te On permet voit d'aller Link qui peut aller en toucher le transport. plafond. Voilà. C'est le seul truc pour l'instant. Mais Ah, ils prennent leur temps. Peut-être Voilà. qu'ils veulent annoncer un truc plus tard. C'est pas, il y aura peut-être un Nintendo Direct en fin d'année, spécial Zelda. ils prennent leur temps. Ouais. Ils prennent leur temps. Mais bon, Nintendo peut se permettre parce que putain, ça manque de jeux vidéo là quand même. Nintendo, ils vendent pas assez de Switch comme ça. Ouais, d'ailleurs, donc c'est à peu près tout ce qu'on a eu pour les célébrations Non. autour de Zelda. Ah, On a de eu Zelda, le ouais. DLC donc des Hyrule Warriors qui a été reconfirmé avec la date pour le deuxième. On a eu le Game & Watch. Oh là là, le Game of Zelda. Zelda. Quelle arnaque. Comment ça? Mais quelle merde. Bah, ils se Quoi sont rattrapés, ouais. Ah non, Parce que mais, c'était. Quelle merde! Et le mec, il...
Tu l'as acheté le Game & Watch Non, Mario? non, pas du tout. Non, je suis pas Il est un où? Il pigeon. est derrière prendre au toi, piège. regarde, Mais il est derrière toi. je suis pas un pigeon, voyageur comme toi. Attends, tu veux pas nous amener la boîte là? Voilà. Il est dedans encore en plus. Ouais, en plus, il Mais est en dedans. plus, là, t'auras pas 2 jeux, t'en auras 3. Et quel Non, jeu? t'en as Zelda 4. 1, Non, t'en as Zelda 4. 2. Oui, avec le spécial, Oui, t'avais le jeu du Bah, il faut machin. quand même mettre un Game & Watch dans un Game & Watch, quoi. C'est Ouais. au moins la moindre des choses. Bon, et est-ce qu'il aura, a priori, il n'y a pas de batterie autonome, hein. Il faudra encore le laisser sur le Faudra courant encore pour le avoir laisser. l'horloge. Ça, c'est quand même Oui, extraordinaire. parce que tu t'en sers comme horloge. Bah non, parce qu'il faut le laisser brancher, sinon je pense que ça aurait Donc pu il est finir dans en sa déco. boîte chez toi. Eh bah oui, comme n'importe quel objet de collection, bien sûr. Quel pigeon. Ils avaient pas été bradés à un moment. Ils avaient pas été bradés à un moment. bah, sur Ah, si, le bah bien gars. sûr, si, c'est le genre de truc qui Voilà. passe. Mais si, en plus, parce que Beau. Ah, tu reprends toi. c'est le genre de produit qui compte vraiment sur les premiers jours de lancement et sur L'engouement d'une sur certaine des catégorie sur de des joueurs pardon, des clients, des clients qui- passionnés et par surtout, le petit artisan. surtout quand on leur répète que ça sera disponible que jusqu'en Tu l'as déjà eu en mars main 2023. Ouais. Bon, et on a même vu un ancien jeu Wii U qui n'avait pas encore fait la transition sur dernier. Switch. Il en reste Non, plus non, il beaucoup. reste plus beaucoup. Ce qui est surprenant, c'est qu'il va faire la transition un peu partout d'ailleurs. C'est Fatal Frame, le dernier épisode qu'on avait testé, la prêtresse des eaux noires qu'on avait testé, qui était déjà le signe que la formule était complètement essoufflée. Et donc, il sera possible d'y rejouer avec la présence d'un mode photo, ce qui n'est pas ironique pour un jeu où tu te déplaces et où tu te combats avec un appareil. Est-ce qu'il avait de pas bien celui-là? Bah, Je l'ai raté. lui. il était mou comme les autres, sauf que ce qui passait en 2003 ne passe plus vraiment en Et il faudra passer 2017. encore sur le corps pour le. Bah là, je vais pas avoir trop le choix vu que je suis à peu près le seul à la rédac à y avoir Oh, touché. tu seras donc. pas tout seul, hein, si t'as besoin d'un. Ah bah d'accord, ça y est, non, ça mais se place pour les tiges. Bah, il y avait notamment, je suis d'accord qu'après le 1 et le 2, ça a clairement commencé à s'essouffler. Il y a la version Wii, il faut savoir, hein, qui était un jeu qui a été fait en partenariat avec Suda 51 et qui a un petit peu relancé le truc, mais bon, déjà en plus on l'a pas eu accessible chez nous, mais ouais, celui sur Wii U, ça niveau rythme, ça allait pas quoi. C'était un peu mou et on repassait Ouais, ouais. vraiment systématiquement dans les mêmes endroits. C'était compliqué. Ça reste un des rares jeux niveau survival horror qui continue, je trouve, avec pour rester dans le jeu japonais, avec Siren, à vraiment avoir proposé quelque chose C'est un peu différent. d'entier, de différent et qui s'est renouvelé. Asiatique aussi, du coup. Complètement. Sauf le Siren Bloodcurse. On le disait, Ah, mais Nintendo Direct. Sirène, c'est. Ah, quelle merveille. Oui, Dur, mais en plus les derniers, c'est presque du pastiche. Ouais. C'est vraiment très intelligent comme jeu. Ouais. Nintendo Direct qui a eu droit à sa petite version japonaise, un petit peu comme toujours. Ah, t'as pas parlé d'un jeu, ça Bah si, m'étonne. justement, on va l'évoquer. On parle de Super Robot Tyson Ah bah oui. 30 qui s'est incrusté, non pas chez nous, on l'a pas vu passer, mais dans alors la qu'en plus version il va sortir en version localisée. Super Robot Tyson 30, donc qui lui aussi, mais j'ai l'impression de Eh oui. répéter ce mot à c'est beau. toutes les sauces, anniversaire des 30 ans, Ouais. puisqu'il est sorti à l'origine sur Game Boy. Et, Très peu de robots annoncés. Ah ouais? Ouais, très peu de robots. Bah, en fait, il n'y a pas d'annonce officielle, il y a juste ceux que Ils tu ont- vois dans la séquence. Donc, tu vois Ils ont juste dit que le jeu sortait, mais. Mazinger Z combattre leur V. Je crois qu'il y Bah, il y a a Zeta Zeta Gundam. Gundam, il y a Gakushu no Char, il y a Geta Robo, Oh, il ils vont certainement mettre Attaway avec il y a- le film qui arrive. Ah oui. y a Gaio Gaigar et il y a Code Geass aussi. Et ça, c'est pas- et ça, c'est Ah, les- bah, il y a Geta Robogo. et c'est les seuls qu'on connaît. C'est supposément un jeu anniversaire, d'où le 30. Ils ont mais, refait les arts des persos là. Hein. Oui, tout est Mm. refait, j'ai Ouais. l'impression. mais par contre, ce qui est l'indice sur l'orientation du jeu, à mon avis, c'est le 0 du 30, qui est l'emblème de Gonagai. Ah là Donc là. je pense qu'il y aura un twist, il y aura des trucs qu'on n'a jamais vu de Gonagai. Alors, est-ce qu'il y aura Bomber X? Est-ce qu'il y aura. Est-ce qu'il y a le retour de Kai King? Est-ce qu'il y aura le... Guy King, King, officiellement, c'est pas un Gonagai, hein, attention. ouais, mais bon. Est-ce qu'il y aura un twist de quelque chose de pas connu de Gonagai? Est-ce qu'il y aura Devilman? Ouais. C'est possible qu'il y ait C'est marrant, Devilman. ça. Bah, il y était déjà, Ouais, il est ouais, sur portable, sur Super Robot Tyson DD, je crois. Mais Est-ce qu'il y aura Goldorak sur Oui, c'est Ah bah, ça. je pense que Grandizer si sera c'est là. un Parce que spécial si elle, Gonagai, non, parce que si elle Mazinger du film d'il y a 2-3 ans, il est possible que il fasse zappe un directement. Grandizer Infinity. Même si effectivement il y a eu un Grandizer Infinity en maquette qui est sorti l'année dernière. C'est plausible, c'est possible. Mais en tout cas, l'annonce sera faite en début juillet. Très bien. Et puis la sortie en avril, Worldwide comme d'habitude maintenant. Et tu l'as vu sur PS4, sur Switch et sur PC, ce qui me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable de dire que ça sort. C'est fou. Sur PC. Localisé, sous-titré même. Hein, c'est fou. Ouais, bref. Il y avait également du Made in France durant ce segment Nintendo Direct avec Mario et les lapins crétins Sparks of Hope,
qui va revenir, donc ce sera l'an prochain en exclusivité Switch, qui va un petit peu changer son gameplay, et ça c'est plutôt cool parce que moi j'avais vraiment peur du DLC qui dit pas son nom, et non, a priori le système de combat devrait mettre un petit peu plus l'accent sur l'action et les déplacements comme un certain Valkyria Chronicles. Oh là là. Voilà, ouais, mais c'est bien d'aller piocher dans les meilleures références possibles, et voilà, Surtout les références que personne n'utilise, puisque... bah oui, finalement, qui fait du Valkyria à part Valkyria. il y en a pas beaucoup. Et bah tant mieux, parce que voilà, ça veut dire que la formule va sans doute se renouveler. Le premier jeu était vraiment très bien. Voilà, et on a vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ce sera en 2022, d'ailleurs j'en profite, il y a un autre studio français qui bosse sur une licence japonaise, c'est un studio qui est dans le Val-de-Marne, c'est l'Ectier Studio qui va bosser pour Dotemu sur Metal Slug Tactics, avec un pixel art Qu'est-ce que ça a l'air beau. très chouette. Franchement, quel respect. Qu'est-ce que c'est beau, et surtout qu'est-ce que t'as envie d'y jouer. J'ai l'impression de voir un Into the Breach, mais avec Tout à fait. mais avec la licence Metal Slug. Et même si t'es fan ou pas de la licence Metal Slug, là il y a quand même un truc de... Ouais, il y a du Il y a potentiel. une dynamique de jeu qui a l'air très intéressante. Ça rappelle les meilleures heures de la GBA. Hein. Mon seul regret, c'est que ça sort sur PC et pas sur console. Oui, il y aura peut-être une version Il y aura Switch assez certainement, rapide. voilà, Je bien pense entendu. que c'est le genre de C'est jeu vrai qui... qu'il ressemble vachement au Advance, Ouais. maintenant que tu le dis. C'est vrai. Et par contre, il y a un truc, j'ai pas compris, alors l'instant turbo relou, pourquoi? Bah c'est très bien, on est sur l'image, on mange pas. Pourquoi ils ont rajouté 3-4 tailles de bonnet à Fio et Eri? Ça, je écoute, ne me l'explique pas. Voilà, à Ça part fait partie évidemment, des arguments de ça peut- vente. Voilà, c'est ça. Et Faut penser au marché ouais. asiatique. Je pense que c'est la stylistique des animateurs. C'est uniquement ça. Je pense pas qu'ils aient des chartes là-dessus. Donc là, on a parlé un petit peu des trucs qui étaient alléchants, et puis on va parler d'autres choses. Il y a un jeu Nintendo dont t'as pas parlé qui est important à mon avis. Ah bon, vas-y. Mais Wario. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. Mais Wario, c'est un de mes jeux de l'E3 quand même. Ah ouais, à ce point-là. Moi je suis T'as très pas très l'impression de revoir encore la Non, même moi, formule? je suis très fan de Wario. Moi, tu sais quoi, Get It Together. Get It Together, donc jouable à deux, ce qui était possible avant dans certains épisodes, mais là, maintenant, c'est sanctifié. Et ça a l'air vraiment alléchant, quoi. Ça a l'air vraiment une. Moi, j'adore Wario parce que s'il y a vraiment un truc de viscéral, c'est de l'ordre du jeu. C'est vraiment ce pourquoi j'aime les jeux vidéo, parce que tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire, parce que tu t'amuses très très vite. C'est vraiment, il y a un truc très très passionnel, moi, avec Wario. Et en plus, les précédents Wario, ils avaient un truc de démo technique, c'est-à-dire tu l'avais sur ta 3DS et donc sur ta DS, et donc tu comprenais comment on utilisait la DS, l'écran tactile, la fermeture d'écran. Enfin, il y avait plein de choses très intéressantes. Là, je me demande ce que ça va être pour la Switch. Est-ce qu'il y aura une Oui, nouvelle parce qu'on a approche déjà eu One to Switch en plus. Voilà, c'est le jeu. Et d'ailleurs, je comprenais que t'es dit que les feux étaient au rouge pour la Switch, quoi, parce qu'il n'y avait pas de Wario. C'était ça. C'est ça qui m'a alerté. C'était ça, et voilà l'œil professionnel, c'est que la Switch n'a pas marché jusqu'à la sortie de ce Wario. Exactement. Bravo, Et voilà. bravo. Tout à fait. Instinct. Tu y auras droit jusqu'à la fin Oui, de tes oui, jours. un jour je lui repasserai la bande. Et je voulais dire, non, j'aimerais qu'effectivement il y ait un mode multijoueur en plus du coop, parce que j'ai vraiment d'excellents souvenirs de la version GameCube qui était jouable à 4, et vraiment quand on s'est réunis à la rédac et qu'on a fait des sessions, on s'est rarement autant marré, je pense. Mais ça date là aussi d'il y a Tellement un bon bout drôle. de temps, effectivement. Je rejoins vraiment Daniel, ouais, dans le sens où moi ma licence de cœur dans le côté Wario, c'est Rhythm Tengoku, Rhythm Heaven, vraiment indétrônable. Mais ouais, je trouve que c'était le jeu. C'est vraiment j'attends ça avec impatience. Vraiment, ça me rappelle un petit peu aussi dans certains des délires qui annoncent pas trop leur nom, le Smooth Moves, qui était pas trop relevé parce que bon. C'est le au Wii niveau celui-là. Hein. Ouais, c'est le Wii, ouais, qui avait des tout petits soucis de rythme, mais une VF magnifique. Je vous invite à aller revoir la VF du Smooth les VF Moves. de ces jeux. Ouais, Et des Wario, c'est assez incroyable. J'ai rejoué à Wario sur Wii il y a pas longtemps en VF. Et Celui avec le shaky machin là, Shake Dimension. Ouais. Et le truc qui est un peu fou dans ce Wario, c'est la voix off. Il y a une voix off, genre presque film de cul. Mais c'est ça. Qui dit le petit chef. Il te donne les positions en fait. le bâton, il faut tenir le bâton vers le haut. Genre, oui. Et je me dis putain, c'est un truc pour les gosses. Et le doubleur, il s'est Oui, donné. mais justement, les ils sont gosses, ils tapés un savent délire. pas ce que ça veut Non, dire. non, c'est vraiment double extra. niveau, ouais, c'est rigolo. C'est très drôle en deuxième degré. Donc je le disais, on a parlé des jeux réjouissants, on va parler des autres aussi, on va parler des conférences interminables, à commencer par celle qui nous a évidemment tenus en éveil. T'étais là, Daniel, sur le plateau. C'était là. C'est vrai, Je me parlons-en. souviens des yeux de Pouillot. Les yeux révulsés sur la conférence Square Enix, et notamment sur le passage. Là, forcément, les Gardiens de la Galaxie, on s'en souvient, mais c'est pas Mais forcément c'est pas un jeu japonais, c'est japonais, Eidos Montréal. En revanche, on a revu Babylon's Fall. Ouais. Et là, c'est le drame. Bah déjà,
déjà on était en plateau. Ce que vous savez pas, c'est que on parle pas pendant les trailers chez Gamecult, mais alors Pouillot, On se regarde. Pouillot, il m'envoie Parle avec les yeux. Il m'envoie des regards pendant le truc. Il me dit des regards qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces daubes. Non, mais vraiment, j'ai déjà vu Pouillot attristé, ulcéré, mais là il était très remonté, le rédac chef. Et c'est vrai que Babylon's Fall, le problème, c'est que s'il y a tellement de temps qui est passé, on a pu se faire une image de Babylon's Fall, et au final, personne n'est vraiment content parce que ils vont dans une direction où on sait qu'ils vont dans un mur, quoi. C'est-à-dire, Ah, tu le vois arriver là, tu penses qu'ils ne se relèveront pas de ce qu'ils ont montré? C'est pas Babylon's Fall, c'est Babylon's Wall. Je croyais que t'allais dire le Balance Fall. Le Balance Fall. En fait, en gros, c'est un jeu où c'est un jeu service, donc déjà un jeu service, mais sans licence. Déjà avec licence, quand tu fais des jeux comme Avengers qui ont une grosse licence, ça marche pas. Là, je sais pas qui, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je me demande pourquoi ils ont continué dans cette direction. Et ils voulaient leur Apex. Le seul truc qui me rassure, c'est que tous les gens impliqués sont des gens de talent, en fait. Il y a une partie de l'équipe Square Enix qui est quand même, il y a Saito dessus, il y a quand même les mecs de Platinum qui savent faire des jeux. Je suis rassuré par le CV de tous les gens qui sont là, mais je pense que la voie qu'ils ont choisie, elle est compliquée et dangereuse. Voilà. Effectivement. Si je peux résumer. C'est la voix de la raison, Daniel. C'est la voix polie. Celle Pouillot, il était là. Celle qu'on résume généralement chez Gamecult en gageons que. T'as l'impression de voir un Divinity 2, quoi. Quand tu vois la DA. Ah ouais. Un MMO coréen, oui. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y en a des biens, hein. Un autre jeu qui lui aura la licence pour lui et qui a même une démo jouable donc voilà, ça y est, c'est terminé, on ne peut plus y jouer. C'est Final Fantasy Origin Ça y est, c'est fini, Stranger on peut plus of Paradise, jouer au moment où l'émission sera diffusée sans d'accord. doute. Avec Team Ninja au chevet, il y avait la rumeur, on en avait, je crois d'ailleurs un petit peu parlé dans Gaijin Lash. Le jeu est déjà mort avant d'être sorti, quoi. Je sais pas, non mais voilà, on hallucine. Mais donc Stranger of Paradise avec ses personnages un petit peu anti-charisme, mais un gameplay qui je veux ton frontal avis. apprivoise. Moi j'ai streamé la démo, écoute, j'étais agréablement surpris par le jeu. Voilà, je trouve le jeu très riche et très intéressant, mais il est en panne de charisme, donc ce sera pas évident, quoi. C'est Play... T'achèteras une skin cloud et puis voilà. Ouais, mais non, peut-être. mais c'est placeholder of the game quand même. Ouais. C'est-à-dire clairement ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Et la skin Final Fantasy est foutue aux chausse-pieds. Et le problème de ce jeu, en fait, c'est pas vraiment le problème, c'est tous les gens lui sont tombés dessus parce que le trailer était ridicule. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que l'univers et le trailer tout poussé vers le ridicule, et alors que les mécaniques sont pas si mal en fait. Ah bah, Alors, le vrai problème, c'est que Square Enix aujourd'hui, Final Fantasy surtout, puisque c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau Final Fantasy qui sort, qui est montré, etc., souvenez-vous du 15, souvenez-vous du 7 remake, les gens sont là, oh là là, il y en a marre des chevelus, mecs qui sont habillés n'importe comment, qui ont des coiffures qui partent dans tous les sens, c'est n'importe quoi, on peut pas sauver le monde avec un gringalet qui a 3 tonnes de gel sur la tête, etc. Donc là, pour le coup, ils ont écouté les gens. Ils ont fait un mec qui pourrait être le héros du prochain Call of, le héros du prochain Battlefield, le héros de n'importe du prochain Last of Us. Enfin, tu vois, ça pourrait être le cousin de Nathan Drake qui s'éteint les cheveux, tu sais pas. Et là, les gens gueulent en disant ouais, mais le héros ne ressemble à rien, il est trop. Donc c'est compliqué, tu vois. mais lui là. C'est ça, lui, c'est Gabrand, c'est un hommage au pas lui, je parle de tu l'as pas vu, c'est le mec aux cheveux roses. Ben oui, mais c'est pas lui le héros. Ce que les gens reprochent, c'est que le héros, il ressemble à un barman, ressemble à un barman de je sais pas moi, de coin branché, tu vois. Ouais. Et du coup, ils se disent, bah, c'est pas ça les personnages de Square Enix. Mais d'un autre côté, si le mec avait eu des cheveux bleus avec des piquants sur la tête, ils auraient dit, oh là là, Nomura, gna gna gna, tu vois. Donc en gros, c'est où placer le curseur. J'ai pas un problème de design global des personnages, moins que par l'espèce d'archi sérieux ridicule du trailer où il se dit je vais tuer Chaos au moins 8 fois comme si c'était une punchline en fait. Je crois que ça peut fonctionner sur Kingdom Hearts parce que ça fait illusion avec les personnages et la féerie et tout ça, et là
Et là, il y a un vrai problème de pas comprendre le public, je pense. Mais après, je sais pas qui greenlight les projets. Ah, là-bas, hein. je pense qu'il y a une vraie envie de. Je veux pas défendre le jeu à tout prix, hein, déjà parce que je l'ai non, pas mais joué, et puis d'autre part Mais parce tu que verras, c'est bien. Hein. parce que je le Oui. trouve moins beau que Devil May Cry 5, ce qui 2 ans après est assez dommage. Mais je comprends moi la proposition où justement on est sur du film d'action 90 complètement débile. Tu vois, moi ça me fait penser justement à... Ça s'appelait comment le film, tu sais, avec Schwarzenegger qui combattait Satan? Ah, la fin de l'aube de. Ouais, la fin des fin des temps, temps, ouais, un ou truc le comme ça. Jugement dernier, non? Enfin voilà, Non, donc en ouais, gros, c'est- il y avait Arnold Schwarzenegger qui avait un fusil à pompe et qui tirait sur Satan. Et t'es dans cette idée de débilerie en fait. Donc de ce point de vue-là, c'est pas gênant. Enfin, tu vois, Devil May Cry aussi, on a l'habitude aujourd'hui, mais au début, c'était quand même un peu bizarre cette ambiance débilos avec les démons qui écoutent du rock et tout. Donc moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, on reproche au héros qui manque de charisme, alors que s'il avait eu les cheveux bleus, on lui aurait reproché d'avoir les cheveux bleus. Mais paradoxalement, je suis d'accord avec les gens qui disent que le héros ne ressemble à rien. Mais en fait, c'est pas que le héros, en fait, c'est tout le jeu, en fait. Oui, le jeu est Le jeu, impersonnel. Le level design, On croirait revenu. C'est Chaos Légion. Beaucoup de gens citent Ah oui, Quantum, c'est- beaucoup de ça. gens citent Quantum Theory comme inspiration de non-inspiration. Voilà, le Moi, TPS Gears of War je me souviens de Koei Tecmo. Zillow. Zilol Infinite. Ouais, bah ça a l'air, Ouais, il y ça a a un l'air, peu ce côté-là ça a l'air dans tellement l'anticharisme. random Zillow, quoi. Mais par contre, au niveau du système de jeu, comme tu l'as dit, Daniel, ça a l'air vraiment très solide déjà, Non, avec c'est un pas système mal, de hein. compte, d'appropriation des ennemis, Après- de classes que tu fais augmenter, d'endroits où tu files, où tu mets ton finisher sur différentes rondes combo. Après, Tu vois, ce qui aurait été- c'est Dark Souls sans âme, hein. Ce qui aurait Ouais, mais été, Dark Souls C'est Dark Souls plus riche sans âme sur, et c'est sur- Nioh sur la- sans ambiance. ce qui aurait été sympa, C'est pas les mêmes délires. Ouais. Ah ouais, clairement, Ah ouais, mais clairement, c'est pas le même Il y a un délire. peu de Oui, ça, ouais. Ce qui aurait été sympa, c'est que le mec qui fait des moritos à Ménilmontant, là, tu le dégages, et à la place, tu mets une skin de Vincent, et tu mets, hop, Dirge of Severus 2. Ouais, effectivement. Et si seulement c'était ça qui était teasé dans Intergrade. C'est vrai qu'il y a un petit teasing sur Intergrade. Ah Bon, là allez, là. on avance. Conférence Capcom, évidemment. Vous ne l'avez peut-être pas suivi, mais de toute façon, c'était des jeux qu'on avait déjà vus et revus. Et Capcom a simplement confirmé que voilà, il fallait les attendre pour cet essai. Déçoivent pas. Notamment sur Monster Hunter Stories 2, Great Ace Attorney Chronicles. Voilà, ça va arriver. On aura également un DLC, c'est confirmé pour Resident Evil 8, mais quelle grande surprise, un jeu qui s'est vendu à autant de millions d'exemplaires aura droit à son DLC. Bref, c'est vite passé. On a également eu Bandai Namco. Voilà, Bandai Namco qui a surtout insisté et bien sur les jeux qui allaient arriver, notamment Scarlet Nexus, mais également sur le House of Ashes, l'un des prochains jeux d'horreur de Supermassive Games. Donc là aussi, pas grand-chose à raconter. On a également vu un petit peu Sega, d'ailleurs. On va faire On une a vu petite du Tales parenthèse. of quand même. On a vu Tales of Arise, effectivement, un petit peu. On va rapidement évoquer également le cas de Sega avec le cas Sonic, puisque avant même le 3 2021, parce que le 3 2021, ils ont montré ce niveau-là de Sonic Colors Ultimate, qui arrivera début septembre, et bien, ils ont teasé un autre projet, Encore un. Sonic 2022. Est-ce que vous avez vu passer ça? Oui, bien sûr. Le petit teaser, là. T'as streamé? J'ai streamé la conférence et Bon, on n'a rien vu. on n'a absolument rien vu, mais tu sais quoi, je trouve qu'ils en ont plus montré que ce qu'on imaginait en fait pour Sonic. Ah ouais? Bah oui. Pour les 30 ans de Sonic, donc, qui interviendront l'an prochain. Mais finalement, avec ce non, les jeu-là. 30 ans de Sonic, c'est aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai. C'est ça qui est Mais alors bizarre. pourquoi il annonce en 2022? Ils étaient Écoute, pas prêts. Parce que... Écoute, il y a des anniversaires qui ont du mal parce que c'est long et donc il faut décaler les Les anniversaires. 20 ans de Par GameCube. exemple, je suis pas sûr que ce soit dans ta liste, mais on en a pas parlé dans Gaijin Dash. Mais les gens disent que la conférence Square Enix était à chier, mais il faut pas oublier que 2 semaines avant, ils ont fait une conférence au Japon pour annoncer Dragon Quest. C'est vrai. Ils On ont a fait. parlé ça dans Gaijin Bah Dash oui, de on en a Dragon parlé. Quest. Je sais plus si on a. Dragon Quest 3, HD 2D et tout. T'es sûr qu'on a. Ah non, on en a peut-être pas parlé. Non, 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 j'ai on a parlé du fait qu'il y aurait une conférence Oui. spéciale Dragon Je Quest me en souviens- spéculant. Je me souviens que on a enregistré Gaijin Dash avant. Juste avant. C'est vrai. On se Donc, demandait voilà. s'il y aurait un Dragon Quest Battle Royale. Et donc il y a eu quand même 5 jeux nouveaux Dragon Quest annoncés au cours de cette conférence et du coup ça fait ça de moins qu'ils auraient pu montrer dans cette conférence là, mais ils ont préféré segmenter et c'est peut-être mieux. Mais en tout cas, du coup, les gens qui attendent des. C'est vrai qu'on a eu une bonne dose de Dragon Quest. Un Dragon Ah, Quest 12, on a eu Des le QDS logo. Offline. Des QDS Offline, Dragon Quest 3 HD 2D en version Octopath Traveler. On a eu Dragon Quest Treasures.
et 2 images de Dragon Quest Dai no Daiboken qui lui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Voilà. Oui, 3, 2 plus, effectivement. Mais bon, ouais, effectivement, on était bien servi. J'avoue que me permet de compléter le petit fan qui sommeille en nous, eh bien, je me a suis un peu pas levé vibré. pour 5h à 5h du mat pour rien. Tout à fait. On a eu la confirmation que Bayonetta 3 continuait à bouger. Bayonetta 3 alors, à aucun moment on ne l'a aperçu, mais Nintendo est monté au créneau pour dire, un des responsables de localisation a dit « Rassurez-vous, il avance bien, il avance même peut-être plus vite que vous ne le pensez. » Akira Kamiya était en train de casser des bouches sur Twitter. C'est vrai donc, qu'il a mis des il a mis des taquets à tout le des monde. coups de pied sautés à tout le monde. hein. Bref, Bayonetta 3 devrait arriver. terrifiant, Il est les gens vivant en tout cas. Les gens qui sont là pour dire il est vivant alors que voilà, ils sont en train de fermer le sac. Quoi. Ouais. Après le 3, on a eu la confirmation que la sortie de Pokémon Unite, le MOBA Pokémon, arriverait en juillet. Toi, Greg, qui suis un petit peu les projets annexes de Pokémon, qui est encore un joueur de Pokémon Oui. Go, est-ce que toi, un MOBA Pokémon, ça peut trouver son public? Non. 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 J'avais pensé le contraire. Ah pardon, non, tu me demandais. Non, pardon, excuse-moi. Ah, toi, tu vas pas y jouer, mais je pensais que tu me demandais mon non, avis je parle personnel. d'un avis D'une global, manière expert. générale, Pokémon MOBA, tu peux te dire que c'est quand même le combo gagnant. Mais moi, après, à titre personnel, le problème, c'est que tu ne peux pas. Aujourd'hui, la galaxie Pokémon est tellement grande que tu peux plus t'intéresser à tout. Et il faut faire des choix. Donc, moi, je préfère rester fidèle à Pokémon Go. Mais après, le MOBA, pour le coup, c'est un univers de jeu qui ne m'est absolument pas familier. Donc je saurais pas te dire si les joueurs de MOBA seront intéressés par Pokémon. Je pense que par contre, les fans de Pokémon, ça peut les faire venir sur du MOBA, tout comme les joueurs de Pokémon sont venus sur comment il s'appelle, le Pokémon Café là. Pokémon Café Mix. Oui, voilà. Ah, celui le match 3 là. Exactement. Ouais. Parce que c'était pas forcément le genre de jeu sur lequel les gens allaient avant. En tout cas, pas les joueurs de Pokémon. Donc je pense que rajouter un univers Pokémon à des styles de jeu, ça peut fonctionner. Il y a des fois où ça prend pas, hein, comme Pikachu et Nobunaga Ambition. Mais il y a des fois où ça peut prendre et là, pourquoi pas. Bon, on verra. D'ailleurs, là aussi, ça me fait penser on peut évoquer la sortie mi-novembre. Quelle surprise, comme tous les ans, de Perles étincelantes et Diamants scintillants ou inversement. Oui. Et le 22 janvier, face à Elden Ring, si tout va bien, et bien on aura Pokémon Legend Arceus, qui lui aussi est un autre monde ouvert, Eh oui. mais dans un autre style. Le Skyrim des Pokémon. Dans un autre registre. Mais moins beau. Mais moins beau. Ah ça, ouais, c'est sûr. ah bah, mais plus profond. qui sait, on verra. On verra. La bataille est lancée entre les deux, en tout cas. Une petite news comme ça qui me semblait absolument indispensable de traiter, visiblement plus que Dragon Quest, hein, c'est l'annonce de l'Aigrette 2 Mini, la fameuse borne d'arcade made in Taito, Voilà. qui faut sortira dire le un 2 mars truc. 2022. Faut dire un truc, c'est que Pouillot fait le pré-sommaire de cette émission devant le foot, suivant les résultats de l'équipe de France. Eh bien, il y Il y a certaines infos qui il y a passent des à infos l'as. qui passent à l'as. Voilà. Mais voilà, donc évidemment, la particularité, c'est cet écran rotatif, mais également ces petits potards qui permettront de jouer à certains jeux. D'ailleurs, ces jeux seront fournis sur une carte SD vendue séparément avec la manette. Ah, j'ai directement dans mes veines. Ah ouais, c'est préco ça. Bah, moi, j'avais Il une y a des aigrette. jeux là qui te font envie. Attends, Je te rappelle que j'avais une aigrette, moi. Ah, bah il y a Rastan Saga. Bubble Bobble, Rainbow Islands Extra, Ouais, Don ouais. Docodon, Ouais, ouais, Arcanoid. Kadash. ouais. Kicks. Oui, Elevator oui. Action, j'ai vu qu'il y avait. Alors, ils sont pas dans la liste, Attends, il mais y a Miss Baku, no Daiboken. il y a Je m'emmerde. Poké et Rocky, Kiki Kaikai qui font partie Non, de la mais liste. comment il s'appelait en français, Miss Baku il avait un nom chelou. Tu sais, c'était l'ornithorynque, la fausse suite de New Zealand Story. Comment il s'appelait en anglais Il avait un titre international, mais je sais plus comment il s'appelait. Enfin, voilà. Moi, je suis Day One. Ah ouais? Et honnêtement, c'est. Donc, tu mettras 18 678 yens Avec ma rien que pour question. la borne, alias 140 €. commence à déjà. Ah non, il va prendre le pack à 32 000 yens avec toutes les manettes. Avec non, toutes les non, je manettes. commence déjà à mettre chaque petite pièce de Chaque côté. petite pièce du stream. Et en même temps, tu sais quoi, par rapport aux thunes qu'on mettait dans les bornes d'arcade à l'époque pour jouer, bon, c'est pas. Oui, enfin, oui. Non, mais souviens-toi quand on allait à Aqua Boulevard pour la salle ou alors la salle Sega. J'allais au café de Houille Carrière, mais bon. Oui, mais ça, je sais que t'allais à où. C'est le rallye ou le balto
Bah, c'est celui qui est près de la gare et qui avait Street Fighter 2 Prime champion édition pendant très longtemps, et je peux te dire que Tu y as mis beaucoup de il pièces. en est passé des pièces de 10 francs, parce qu'on parlait en francs Eh en ce oui. temps-là. Mais ouais, non, mais 3 crédits. Alors, moi, j'avais une Aigrette 3 et l'Aigrette 2, la particularité de l'Aigrette 3, c'est qu'il y avait un écran HD, mais l'Aigrette 2, c'est qu'il y avait l'écran tiltable. Donc, c'est ce qu'on Eh oui. voit dans le trailer, c'est que l'écran pouvait être rotatif. Il y avait une manip. Il fallait prendre un tournevis quand même pour faire ça, et on pouvait pivoter l'écran, et c'était. Ça, c'est quand même un très gros avantage par rapport à l'Astro City. De pouvoir Ah bah, justement profiter des shoot 'em up verticaux. Non, c'est vraiment une très belle machine. Après, tu sais quoi, ils promettent 40 jeux plus 5 ans, enfin 40 jeux plus 10 ou je sais pas quoi. C'est la seule manière d'acquérir ces jeux légalement, en fait. Il y en a pas d'autres. Alors, on peut faire la fine bouche et dire, ils ont mis 2 fois Columns sur l'Astro City. Ok, d'accord, mais c'est les seules manières dont tu peux les avoir. Sinon, le reste, c'est du piratage. Moi, je trouve ça pas mal, quoi. Je trouve ça pas mal. Et puis, j'ai l'impression de financer des petits artisans qui un jour vont me ressortir encore des bornes de nostalgie. Camel Try, bordel. Non, il y a des vrais, Camel Try. il y a des vrais bons jeux là-dessus. Hein. Bon, on aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ici Voilà. mars 2022. Auquel cas, elle passera sans doute aussi sur le grill de Butin de Nerd, On s'en occupe. l'émission spéciale Goodies animée par Greg Certainement et le père. Certainement la borne de la rédac. Qui sait, hein, on ne sait jamais, la bande tombée du camion qui arrive directement dans la rédac, ça arrive, ces petites choses-là. On va terminer ce petit bilan du point news, finalement plus long, hein, qu'escompté, sur une dernière annonce qui va nous offrir une transition toute trouvée. C'est la confirmation qu'Eiyuden Chronicle, le RPG des créateurs de Suikoden, n'arrivera pas en 2022. Mais bien en 2023, ça a été confirmé dans ce trailer diffusé par 505 Games à l'occasion du Summer de... Non, c'était directement dans la conférence Xbox Bethesda, Ouais. puisque le jeu intégrera également le Game Pass. Et on a eu la petite surprise du chef, on aura de quoi patienter en 2022 avec Eiyuden Chronicle Rising. Voilà, qui sera... Alors, Un companion game. mais dis-toi, tu voilà. t'avais eu vent de ce projet-là, Eiyuden Chronicle Rising, parce que Non, non. Non, Ouais. non, ils avaient pas plus dit que ça. Là, on en est à la 30e newsletter Kickstarterienne, pardon. Non, ils étaient restés assez discrets, même sur le Discord où ça s'active. Et donc voilà, ils se sont dit balançons ça, et puis enfonçons le clou avec la collaboration avec le Game Pass. Moi, la seule petite remarque, j'espère simplement qu'ils vont pas trop s'éparpiller. On a déjà 2 DLC d'annoncer. On a un 3e qui sera fait en collaboration avec les backers, parce qu'il y a beaucoup au niveau de la communauté, ça c'est pas très surprenant vu que c'est quand même un jeu à commu, le Discord qui est très actif à ce niveau-là. Voilà, à voir. Après, le truc, Dieu seul sait que j'attends tout ce qui tourne autour, c'est du Vanillaware cheap, hein, de la petite vidéo qu'on a vue, un Odin Sphere sans la prétention. Mais bon, si c'est un petit jeu sympatoche qui fait passer le temps, qui révèle des trucs sur l'intrigue, pourquoi pas. Je sens très mal, moi, justement, l'annonce d'un mini-jeu qui passe avant. Parce que, justement, c'est ce que tu disais. C'est quand même pas un gros éditeur. Et si en plus ils perdent leur focus à faire un autre truc. Peut-être qu'ils le comment- sous-traitent, non? Ça n'a pas été annoncé, ça. On ne sait Pour pas. l'instant, ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui a filtré. J'enfonce le clou sur ce que disait Daniel, je suis d'accord, mais j'ai un espoir. Peut-être que je suis un peu trop utopiste, mais je me dis, est-ce qu'il serait pas dans la pure lignée du companion game, c'est-à-dire comme ce qu'on pouvait avoir par exemple sur la Pocket Station ou le VMU, à savoir un truc dont on pourrait transférer quelques éléments, des items, Ah oui, mais de sur quoi, l'XP. du coup À voir, je sais pas s'ils se débrouillent, Tu mais mets une app sur téléphone, parce qu'il n'y a plus de Pocket Station aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc je sais pas, peut-être qu'ils pourraient trouver une bricole qui pourrait être intéressante. Bon, après, simplement, s'ils se prennent pas trop la tête et qu'ils font juste du reveal d'intrigue, je pense que c'est déjà pas mal. Du moment qu'ils se dispersent pas sur le Le jeu, Du on a- moment qu'ils nous font pas une Mighty Number 9. Le jeu lui-même, on n'a pas vu grand-chose d'inédit. Non. Hein, voilà. Bon, On a confirmé quelques plans de caméra, notamment, j'y reviendrai après, celui avec l'archer, etc. Mais Ouais. sinon, ouais, ils sont restés très sobres. Tout à fait. Pourquoi on a choisi de retenir cette news en dernier? C'est évidemment parce qu'on va parler de la série qui a vraiment, dont Eiyuden Chronicle a puisé ses origines, c'est Suikoden. Suikoden, un RPG dont on parle régulièrement dans Gaijin Dash, à chaque fois on le cite en exemple, notamment les 2 premiers épisodes, et on va vous dire pourquoi on lui témoigne toujours cet amour depuis 6 ans, depuis 6 ans que l'émission existe, juste après cette petite parenthèse. On l'a dit fréquemment dans Gaijin Dash, on cite en exemple Suikoden, alors on va être assez honnête, on cite souvent en exemple Suikoden 1 et 2, parce que cette grande série de Konami a eu des hauts, quelques hauts,
Pas mal de bas aussi. On va essayer de vous résumer un petit peu tout ça pour ceux qui découvriraient éventuellement cette autre page du RPG japonais. On sait, il y a Dragon Quest, Final Fantasy, Kingdom Hearts, mais pour les vrais fans, il y a aussi Suikoden parce qu'ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la Saturn. Oui, c'est vrai, on va en parler. Mais également de la PlayStation, bien sûr, puisque c'est d'abord sur PlayStation que le premier Suikoden est sorti. C'était même en 95, décembre 95. 15 décembre 95, effectivement. Et Mehdi, toi, tu es un grand spécialiste puisque tu animes les Suiko Podcasts parmi les nombreux podcasts que tu gères. Suiko Podcast, c'est bien. Suikocast, excuse-moi. Suikocast, pardon, excuse-moi. Non, mais t'avais raison de me corriger. À 20h, ouais. Suikocast, donc tu reviens régulièrement et tu rejoues à certains de ces épisodes-là. Donc c'est possible de voir des let's play de YouTube. Et puis toi, tu connais bien la série depuis. C'est une série qui, dès le départ, pourquoi cette série t'a touché et tu as décidé d'en faire un petit peu une partie de ta vie? C'est marrant que tu dises partie de ma vie parce que j'explique que c'est un jeu qui a vraiment, même au niveau de mon caractère, qui a défini certains trucs, notamment le fait de savoir, d'avoir cette chance de bien m'entourer, parce que tu parlais effectivement des émissions que je peux chapeauter à gauche et à droite, et c'est un peu ça, c'est le cœur, on va en parler très vite, la punchline, 108 personnages, voilà, fin du game, on lâche, drop le mic et voilà, mais évidemment il n'y a pas que ça, on va y revenir, c'est un jeu qui est à cheval aussi sur la Super Famicom et toute l'ère 16 bits en termes de RPG. Donc là-dessus, visuellement, évidemment, un cachet qui est entre guillemets version upgradée de ce qui était possible sur les consoles cartouches à l'époque. Et puis tous les petits ajouts qui sont pas forcément beaucoup cités. Bon, des formations professionnelles obligent au niveau du game design. On l'a beaucoup revu sur le dernier trailer de Eiyuden Chronicles, notamment les plans de caméra. Alors je sais pas, on le voit grâce à Hubert à la régie. Donc lors des combats, on a une espèce de plan un petit peu en pente avec qui donne un effet beaucoup plus dramatique au combat, des coups critiques avec une caméra très dynamique. Et ça, c'est vrai que assez souvent, on le passe un petit peu à la trappe, alors que c'est vraiment un des nombreux éléments signature du jeu. C'est un peu l'école Breath of Fire, d'ailleurs, cette représentation-là. Et il faut rappeler qu'en 95, Konami n'a pas vraiment de série RPG attitrée. Ou alors, il y en a une qui m'échappe, mais... Ils ont juste Madara. Ouais. Qui en plus n'est pas une licence qui leur appartient complètement. Et là, donc, à partir de rien, c'est une équipe qui bosse d'abord sur une portable Konami qui ne verra jamais le jour, qui se forme autour d'un pilier central qui s'appelle Yoshitaka Murayama. Exactement. Qui bossait d'abord sur le QA, donc la façon dont, non pas le debug, mais un petit peu comment on peut accompagner l'expérience utilisateur des joueurs au fur et à mesure. Et puis il va prendre du galon, il va savoir s'entourer notamment d'une autre figure historique importante qu'on retrouvera sur Eiyuden Chronicles, c'est Junko Kawano. Oui. Et ensemble... Et aussi sur Shadow of Memories. C'est vrai, tout à fait, exact. Et ensemble, on leur propose de travailler sur un genre de jeu en particulier. Il y a plusieurs genres qui se bousculent. Ils parlent d'un jeu de course, d'un jeu de combat. Et finalement, leur choix se porte sur le RPG, alors qu'ils n'ont pas tant d'expérience que ça dans la création de jeux de rôle, puisqu'on l'a dit, chez Konami, c'est quelque chose qui est un petit peu étranger à la politique. Mais non, la politique, c'est Castlevania, c'est l'action pure, c'est vraiment... On oublie beaucoup que Konami, c'est un éditeur qui vient de l'arcade, déjà. En plus. Et là, du coup, c'est un premier essai qui intervient relativement tôt dans la vie de la machine aussi, parce que, on l'a dit, 15 décembre 95, c'est un an. 1 an et 2 semaines après la sortie de la console. Donc, il fait partie de la vague de premiers RPG comme Ark the Lad et comme d'autres qu'on cite régulièrement. Il arrive 6 mois à peine après Ark the Lad. C'est ça. Tout à fait. Et pourtant, mais à la sortie, c'est pas non plus un raz-de-marée, quoi. Non, parce qu'il a beaucoup de choses en face. Quand il sort, il a le Tales of Destiny en face. Tales of Fantasia. Fantasia, pardon. Il a le Tales of Fantasia. Wild Arms qui le précède encore. Il y a encore le chant du cygne des RPG Famicom, Super Famicom qui arrive. 6. Voilà. Donc il est pas tout seul. Ouais. Il y a Wild Arms que les gens connaissent pour l'Occident. Il y a eu Popolo Croix, qui est une production Sony maison. Il y a vraiment beaucoup de jeux déjà qui ont le marché. Et en fait, pourquoi Konami se met à faire des RPG aussi, c'est parce que c'est le genre roi entre 93, à part le jeu de baston bien entendu, mais entre 93 et 99, c'est le genre roi absolu au Japon. Et il fallait, pour que ta console fonctionne, il fallait avoir des RPG. Pour qu'un éditeur ait du succès, il fallait avoir des RPG, et c'était le genre roi. Tout le monde adaptait n'importe quoi en RPG. Et c'est le seul qui avait pas son RPG.
Capcom avait son Breath of Fire. Tout le monde en avait un, sauf eux. Tout à fait. Et du coup, ils vont adapter. Donc, est-ce que tu peux revenir dessus, peut-être, Mehdi? Ils vont adapter. Une légende C'est chinoise. un conte, c'est une légende. Ouais, c'est ça, c'est une des légendes chinoises les plus connues. Alors, mon accent chinois, je me reposerai sur Daniel, un Shui Uzan, conte au bord de l'eau, et qui, en l'occurrence, reprend effectivement des contes avec un groupe fait de bric-à-broc constitué autant de brigands que de personnages un peu emblématiques, avec des abords de magie qu'on retrouve, voilà, très bien synthétisés dans le jeu. Et surtout, ça c'est d'ailleurs grâce à Gamecult, c'est disponible grâce à Puyo en accès libre, cette fameuse interview fleuve. On a cette idée que c'est un Yankee Murayama clairement de tout ce qui est esprit shonen. Ça se voit vite dans ses inspirations, et il a réussi, voilà, une synergie comme ça très chouette dans le jeu. Et pour info, un peu plus de 200 000 ventes pour ce premier Suikoden au Japon, je précise uniquement. De ce qui est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est la moitié d'Ark the Lad. C'est pas mal non plus. On dirait 200 000, mais il faut le remettre 200 000 à l'époque. C'est ça. 200 000 sur une première année de console de la PS1, alors qu'il y a encore la Super Famicom en face, et que la PlayStation était encore à l'époque, en décembre, numéro 2 par rapport à la Saturn. C'est pas mal aussi. C'est 200 000 face à des Q6. Hein. Voilà, ça reste quand même assez accessible. Juste pour dire, c'est que l'importance de Suikoden dans la culture japonaise est très très importante. Ouais. Parce qu'il y a eu il y a le livre, bien entendu, Au bord de l'eau, que je vous encourage à lire parce que c'est un super roman d'aventure. Ouais, c'est l'été en plus. C'est lecture. C'est un vrai lecture rafraîchissante. C'est un vrai grand roman d'aventure. C'est un des 4 grands classiques de la littérature chinoise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été multi adapté au Japon de la même manière que Sankokushi et donc la légende des 3 royaumes a été réadapté aussi au Japon des milliards de fois. Et je pense que l'adaptation la plus intéressante à mon avis a été publiée en France, je crois que c'était Delcourt, et c'était Au bord de l'eau, donc le manga. Et c'est un manga de Mitsuderu Yokoyama qui est plutôt connu pour avoir fait Giant Robot. Ouais. Et en France en tout cas, mais par contre, il a vraiment capturé l'esprit shonen du truc, c'est-à-dire cette bande unie, comme tu le disais, à la fois des brigands, mais aussi des généraux destitués, des rebelles. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est un roman qui parle beaucoup de rébellion à l'autorité et à la corruption de l'État. Et ça, on le retrouve dans le premier Suikoden vraiment beaucoup, c'est-à-dire c'est vraiment un rebelle contre la corruption, contre le mal qui gangrène la société. C'est vraiment. Mais le Suikoden, c'est gilet jaune et RPG presque. Ce qu'il faut préciser, c'est que nous on l'appelle le jeu Suikoden, mais au Japon il s'appelle Genso Suikoden. Voilà, donc c'est un peu le Suikoden fantasmé. Parce que le roman original, donc qui s'appelle en japonais Suikoden, en reprenant les caractères chinois en lecture japonaise, ça donne Suikoden. Et le Suikoden, en fait, c'est devenu un genre, tout comme on va dire en France une épopée ou un truc. Voilà, un Suikoden. Quand tu dis en termes de littérature ou même d'écriture au Japon, quand tu dis ce truc-là, c'est un Suikoden. C'est parce que ça va être une histoire dans laquelle des tas de gens qui n'ont aucun rapport entre eux vont faire cause commune et se réunir, et que ça va être un groupe de plus de 5 personnes en fait. Donc tu peux parler d'un Suikoden. Ça veut dire littéralement tout comme en français tu dis une Odyssée, alors que l'Odyssée à la base c'est un bouquin. Au Japon tu vas dire ça c'est un Suikoden. Alors là, vous avez précisé 2 trucs qui sont vraiment cool par rapport à ce que disait Daniel, c'est justement le fait qu'on ait cette dimension pas d'injustice sociale, mais de drame politique, et surtout pour faire un peu évangélionesque, on va dire, c'est principalement des gosses en fait qui souffrent de ça, qui sont d'ailleurs à l'origine de ces des bribes de la révolte. Et deuxième élément, on a une dimension de série, de saga feuilletonesque, c'est-à-dire que Suikoden 1, Suikoden 2 suit littéralement Suikoden 1 dans une chronologie. Il y a un calendrier solaire, le Solaris Calendar dans les Suikoden, et on a une vraie cohérence. Le 2 se passe 3 ans après le 1, le 3 se passe 15 ans après le 2. J'en dirai pas plus pour les autres pour pas spoiler. Et puis on a parlé tout à l'heure de la Saturne, donc on arrive en 97, 17 septembre avec effectivement Genso Suikoden sur Saturne, avec je vais aller très vite, pas d'ajout monstrueux à part une intro un petit peu augmentée, et puis des effets visuels quand même qui sont rajoutés. Voilà. Ouais, on parlait de shonen et de dimension shonen. Murayama a cité régulièrement en exemple Captain Tsubasa et Saint Seiya
parmi les œuvres qui l'ont marqué pour vraiment cette dimension d'autant de personnages très caractéristiques. Voilà, ça aussi, il faut le souligner, hein, c'est que les premiers épisodes ont cette patte, ce pixel art qui donne tout de suite vie à des personnages d'un simple trait, c'est-à-dire que tu peux les identifier. Alors bien sûr, parfois ça peut paraître un petit peu clichésque dans la façon dont ils sont grimés, mais pour le reste, voilà, ça permet de donner tout de suite beaucoup plus de personnalité et de les identifier quand ensuite dans ta base, tu vas te promener, tu auras toujours quand même cette espèce de clin d'œil qui va te rappeler, alors lui c'est, on va dire, le voleur, lui c'est le ninja, bon, c'est quelque chose d'assez simple, mais tu as besoin quand même de caractériser quand tu as 108 personnages. Et quand tu as 108 personnages et que surtout les graphismes sont encore en semi-minimalisme. Ouais. Et surtout, au niveau des avatars, alors on parlait, il y a un b.a.-ba en game design, hein, c'est ce qu'on appelle les 3C, il y a la caméra, le contrôle et le C de caractère pour les personnages. Le contrôle, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour les personnages, comme tu l'as dit, l'avatar permet de se dire c'est une des étoiles du destin. Sauf quelques rares exceptions, on a des personnages vraiment où on sait que s'ils ont un avatar et qui sont pas recrutables, sont très importants, mais comme le disait Greg, il y a cette dimension reconnaissable en un coup d'œil et on se dit ah ok, toi je vais peut-être potentiellement pouvoir te recruter. Ouais, c'est sûr que quand tu rentres dans un village et que tu vois effectivement des personnages postés ici à droite à gauche, bon évidemment ils ont souvent leur nom. Non mais c'est le gars, tout le monde est habillé en gris, puis t'en as un qui a les cheveux verts, tu te dis ok, lui il faut que j'aille lui parler. Lui il est dans ma team. Effectivement, il y a d'autres socles de gameplay que Suikoden 1 va poser. Donc évidemment on a parlé du système de combat qui est quand même relativement intéressant déjà pour son époque, avec le principe de rang. Alors des rangs on en a déjà vu, mais voilà, le fait que les magiciens postés à l'arrière peuvent toucher non pas que le premier rang, mais même jusqu'au deuxième. Et du coup, ça veut dire que les 108 personnages, il y a quand même un intérêt à les recruter et à forcer le recrutement, entre guillemets, c'est que tu vas pouvoir en tirer parti, puisque ensuite tu vas pouvoir composer. Peuvent taper devant, d'autres qui peuvent taper derrière. Il y a aussi un système combiné. Voilà, il y a un système de synergie. Ça, c'est génial. Bon, alors après, précisons quand même aux gens que tu recrutes 108 personnes, mais tu ne joues pas avec, tu ne combats pas avec 108 personnes. Il va y avoir des marchands, il va y avoir des mecs qui vont te filer des informations. Le mec qui répare le onsen. Le onsen est indispensable avec celui de la cuisine. Mais donc sur les 108 personnages jouables, sur les 108 personnages recrutables, je pense que tu peux en emmener combien au combat? 70, 80? En combat, dans ces eaux-là. En général, c'est une moyenne de ces eaux-là. Mais même quand ils sont pas jouables sur le terrain en combat, ils habillent en fait l'univers. Oui, ils t'assistent. Cool. Soit ils te permettent de débloquer, parce que ça, c'est aussi une des autres composantes de Suikoden dont on n'a pas parlé. C'est très vite, tu vas constituer un groupe, mais ce groupe va constituer une espèce de force de résistance et qui va se réunir dans un village. Donc tu as aussi cet aspect gestion de ta base. Tout à fait. Et du coup, pour enrichir ta base, tu vas évidemment devoir, comme disait Daniel, débloquer certains NPC, dont notamment celui qui va te débloquer les sources thermales, où il y aura des events où tu pourras aller mater les filles et tout. Quoi. Mon NPC préféré, c'est quand même celui qui reste posté devant ta base et qui dit bienvenue à nom de base. Oui, je pense que c'est le clone, c'est le petit gamin là. Oui, c'est le NPC le plus indispensable de l'histoire de l'humanité. Bienvenue à Le Valois. Une base qui va en plus grandir, s'étoffer. C'est ça aussi, c'est que tu vois, tu es témoin de l'évolution de ton groupe et de l'importance qu'il prend au fur et à mesure de sa croissance. Et puis l'autre socle de gameplay, on a parlé de la forteresse, on a parlé du système de combat, c'est évidemment les systèmes de combat stratégiques, des batailles stratégiques. Alors, qui n'ont de stratégique finalement que le nom, puisque ce sont un petit peu des cutscenes glorifiées. Voilà, où tu n'as finalement que quelques choix et c'est vraiment très très simple, mais ça donne tout de suite. Mais si t'es prêt, en gros, t'as raison. Si t'es prêt, ça passe. Si t'es pas prêt, tu reviens, quoi. Mais ça donne tout de suite une ambition plus large et ça justifie là encore le fait d'évoluer avec autant de personnages et ça te prend encore plus dans l'action, parce que ce n'est pas que des escarmouches avec 6 persos que tu auras choisi et triés sur le volet, c'est que tu vas avoir vraiment cette notion de groupe qui reste l'un des fondamentaux de la série. Suikoden, du coup, tire parti de toutes ces composantes-là, et ça donne un RPG qui reste peut-être un petit peu, une ébauche. Mais alors, est-ce qu'on peut la qualifier d'ébauche aussi, parce qu'après, il y aura autre chose, mais RPG finalement assez court. Voilà, très accessible encore aujourd'hui. Et pour tu peux le finir en 20 heures, techniquement. En 20-25 heures. En ligne droite, 20 heures.
sans les 108 personnages en Oui, bien 25 sûr, heures. Mais je pense qu'il était construit comme ça, justement. oui, C'est-à-dire, tu peux bien sûr. tracer, mais si t'es vraiment investi dans le jeu, C'est ça. tu veux tous les bonhommes. C'était Et la volonté du concepteur qui disait qu'il y avait un jeu sur lequel il bloquait énormément, je crois qu'il s'appelait Black Onyx sur PC. Et lui, il disait, moi, si je fais un jeu de rôle, je ne veux que les gens prennent du plaisir à y jouer, qu'il n'y ait pas cette notion de challenge, de défi. Alors, il y a quelques boss ici ou là qui posent un petit peu plus de soucis. Ouais. Mais globalement, c'est un jeu qui est pensé. En plus, avec 108 personnages, bah, t'es obligé quand même d'être relativement flexible. Tu peux finir le jeu avec un groupe, le groupe de ton cœur. Tu n'es pas obligé de prendre forcément que les meilleurs ou optimiser à 100% ce que tu peux Il y a faire. un truc dans la mécanique de jeu qu'il faut préciser et un truc qui sera repris assez rarement finalement, c'est qu'il y a un level cap en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tes personnages ils peuvent plus vraiment monter d'XP. Tout est fait pour que ton XP, si tu vas buter un mec à un certain moment, ça va te rapporter énormément. Et au bout d'un moment, c'est presque magique, quoi. Ta jauge ne bouge plus du tout. Et à C'est l'inverse, presque un cap qu'on voit par exemple, dans des MMORPG comme dans FF14. Il y a ça, c'est-à-dire, une fois que tu as atteint le maximum, bah, ouais, peut-être que tu vas passer un level, mais ça durera des années et des années, donc c'est pas la peine de t'entêter. Et à l'inverse, c'est là où l'arithmétique est super maligne, c'est que bah voilà, si tu veux intégrer quelqu'un, un nouveau dans ton équipe, tu peux le faire sans avoir à passer 2 heures à le faire farmer. Parce que voilà, ça va être exponentiel instantané, et quoi. très très vite, en l'espace de quoi, 4-5 combats sur la fin, Ouais, il revient au niveau et tu peux vraiment l'exploiter. ouais. Et ça, c'est C'est chouette, hein. c'est vraiment- une super bonne idée. Honnêtement, moi, la première fois que j'ai commencé par Suikoden 2, et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est magique parce que voilà, je veux intégrer un mec, et bien, il est directement dans mon équipe. Et tu peux rajouter aussi que c'est un moyen de contourner la scriptite aiguë des RPG qui t'imposent certains personnages et qui te disent ah merde, je vais devoir faire du grind. Bah non, en fait, vu la simplicité que tu as décrite, bah on se retrouve sans aucun souci. Simplement pour terminer pour le système de combat, donc on a 3 rangs en fait S, M et L, donc short, middle et long. Donc vous devinez effectivement si vous êtes à l'arrière avec du L, vous pouvez toucher toutes les surfaces et ainsi de suite. Et comme tu l'as dit, il y a les batailles stratégiques, mais il y a aussi au niveau impact critique, il y a les batailles en 1 pour 1. Les duels. Voilà, les duels. Et là, ça rajoute une portée. Ouais. Avec des mouvements de caméra d'ailleurs qui étaient très très chouettes. Voilà, ça rajoute une emphase supplémentaire. Et voilà, là t'es en 1 pour 1, tu te dis faut pas que je me loupe. Ouais. C'est très très sympa. Alors ça arrive de se louper quand tu as du mal à lire les indices, mais globalement c'est ça. comme on le disait, c'est du pierre feuille ciseaux où tu connais déjà les règles en fait. Voilà, Mais, t'as des répliques en gros et ouais. tu devines. Donc voilà pour le premier Suikoden qui sort, on l'a dit, fin 95. Il Ouais. faut attendre 3 ans, et 3 ans d'un travail acharné, hein, d'après tous les témoignages qui sont sortis du développement. On sent que l'équipe était réduite et on sent que ça a beaucoup crunché. Hein, voilà. C'est notamment la compositrice qui très vite va Miki prendre un petit peu Yashino. Miki Yashino qui va prendre ses distances après un travail aussi hallucinant, Oui. parce qu'elle compose quasiment une centaine de morceaux. Ouais. Pour ce qui reste encore aujourd'hui le chef-d'œuvre absolu de la série. Beaucoup de monde, ouais. Bon, bref. Bah, peut-être mon RPG préféré de la PS1 et même tout court. Tu sais que j'ai prévu de me le refaire dans pas longtemps. Dès que j'ai fini Suikoden 1, je vais me faire Suikoden 2. Suikoden Et- 2, 17 décembre Un jeu 98. qui est très compliqué à terminer parce qu'il y a tellement de fins possibles, mais de fins ou Ouais. plutôt de développement, parce que tu peux perdre des persos ultra importants Ouais. très très tôt dans le jeu. Ce qui m'est arrivé là quand je l'ai fait, et je me suis dit merde. Et j'ai l'impression de pas avoir vu Bah, vraiment le bon Il y jeu a qu'il toute fallait. une phase un petit peu chronométrée. Si tu veux avoir les 108 étoiles de la destinée, t'es obligé de foncer au tout début du jeu jusqu'à retrouver donc un personnage qui s'appelle Clive, je crois. Et notamment une certaine Elsa. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah ça complique un petit peu si tu es un complétiste. Bah, c'est vrai que c'est frustrant de pas avoir le personnage. Il y en a que tu peux pas l'intégralité des personnages. récupérer. Ouais, et à surtout de n'importe quel voir des moment. persos importants mourir, ça c'est vraiment le pire. Il y a ça. Et alors, ce qui est dingue dans ce que t'as dit, Pouillot, c'est que c'est un truc qui est pas indispensable en plus. Le personnage d'Elsa, c'est une quête, c'est un truc, c'est bonus. En fait, c'est même pas une 108 étoiles du destin. Et t'as, par rapport à ce que disait Daniel, t'as notamment une fin, j'en dirais vraiment pas plus, mais qui pour moi reste un des trucs à mettre du côté de ce qu'a pu faire Nier premier du nom en termes de dimension inédite. Il y a une proposition dans la logique vraiment jusqu'au boutiste qui est incroyable. Voilà, vraiment. Ouais. Tentez Suikoden 2 rien que pour cette fin et vous pourrez enfin casser le fameux mur où on vous dit ah bah non, si je dis non à un choix, je peux peut-être aller plus loin que finalement ce qu'on me dit. Et alors, On dit pourquoi pas. Suikoden 2 est aussi bon alors que finalement, il ne fait que reprendre les bases de son prédécesseur? Alors, bien sûr, il y a une narration qui est beaucoup plus travaillée, c'est sûr. Voilà, le jeu s'étend beaucoup plus longtemps. Je
pense que ça tient aussi à la nature du méchant, à la nature du climax de milieu de jeu. On en parle souvent dans Gaijin Dash, le côté Aerith, le côté Alyssa dans Phantasy Star 4, Ney, voilà, ces moments-là qui font que le jeu va te rester en mémoire, le jeu bascule, le monde de la ruine dans Final Fantasy VI. Voilà, vraiment quelque chose de fondamental qui va se passer au milieu et qui va te faire repartir sur toute autre chose dans la foulée. Et ce méchant, donc c'est Luca Blight, qu'on voit dès l'introduction du jeu. C'est ça. J'ai rarement vu un méchant de JRPG à la fois aussi classique dans le concept, mais qui transpire, qui montre autant de puissance et de cruauté. Saga. Ouais. Mais vraiment un personnage d'une cruauté assez hallucinante par rapport au commun des persos de JRPG, je trouve. Ouais. Et surtout au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des trucs forts avec des tropes comme le grand méchant, la cause noble, etc. Et en même temps, même quand ça bascule, c'est jamais aussi clair que ça. C'est-à-dire que le jeu, c'est vraiment des nuances de blanc et de noir. C'est jamais totalement d'un côté polarisé d'un côté ou de l'autre. Et l'écriture, encore aujourd'hui, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à la série avec toutes ces autres nombreuses qualités de game design, c'est l'écriture qui est profondément adulte. Parce que voilà, autant à Final Fantasy VII, je continue d'être touché et compagnie, un FF6 aussi, mais là il y a tellement de trucs et des plot twists qui sont pas un effet waouh du genre rendez-vous au prochain épisode. C'était la volonté du moment aussi, hein. Faut pas oublier que la PlayStation 1, on arrive déjà, quand le jeu sort, on est dans la 3e voire 4e année d'exploitation de la machine, et plus que jamais Sony à l'époque se positionnait comme c'est la machine de jeu pour les joueurs de Famicom et de Super Famicom qui ont grandi. C'est la console des adultes. Là où justement, la N64, c'était encore bébé, c'était encore des cartouches, machin. Non, nous, c'est la console des grandes personnes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait des RPG, entre guillemets, matures, voire même un peu dark, avec des Kowloon's Gate et tout ça, parce que on recherchait cet aspect. Et je pense que Konami a été aussi encouragé à faire ça, parce qu'on voulait des jeux à la narration adulte. Et enfin, Suikoden 2, il sort aussi... un peu après Metal Gear Solid, qui déjà avait posé un jalon sur ce qui est la narration adulte. Il y avait eu Resident Evil, il y avait eu Dino Crisis arrivé l'année après. Enfin, on voulait vraiment des jeux adultes. Hein, souvenez-vous, c'était vraiment la stratégie de Sony. C'était d'un côté, il y avait les jeux bébés avec Tombi, Sarugetsu, etc. Et après, il y avait les jeux pour les grandes personnes. Avec Koudelka, des trucs comme ça aussi. Il y avait une dynamique du moment, hein. Faut pas oublier, par exemple, le gros jeu du moment, le gros RPG qui a laissé une empreinte indélébile, c'est Tactics Ogre. Oui. Et les gens avaient envie de drama à la Tactics Ogre, c'est-à-dire de sentir que la vie de tes personnages ne tient qu'à un fil. Et je pense que Suikoden 2 a beaucoup offert ça. Là où Final 7 donnait dans le grand spectacle, là il y avait une autre envie de dramatiser les jeux. Pop quiz, pourquoi cette boîte de Metal Gear Solid japonaise? Parce qu'il y a la démo de Suikoden 2. Ils sont bons. Il y avait la démo dedans. Il y a aussi le code derrière, hein, si t'as pas le codec. Tout à fait. 140.15. Bien joué. Et voilà, et du coup, effectivement, Suikoden 2 fait pas mal écho, comme tu le disais, au premier épisode. Il y a notamment beaucoup de personnages qui reviennent, notamment un duo qui sera central, qui est Victor et Flick, et le duo, voire le trio de personnages, donc Joey, Nanami et le héros. C'est vrai que ça aussi, ça apporte une véritable dimension, parce que Joey va vraiment évoluer au fur et à mesure. Chacun va un petit peu essayer de régler les conflits à sa manière, que ce soit le héros en s'entourant ou Joey quelque part en recherchant la puissance. Et forcément, les chemins vont diverger, reconverger de multiples endroits. Et ça va donner là aussi tout un ressort dramatique que n'avait pas forcément le premier, même s'il y avait le héros était accompagné avec Gremio, c'était chargé quand même, mais c'est vrai que là c'est l'idée qu'on a vraiment double voire triple embranchement, ne serait-ce que sur l'idée qu'on a un trio. C'est la fin de l'enfance, c'est un peu ça. Et pour répondre à ta question aussi, donc là on est au Japon, on est en 17 décembre 98. Pourquoi ce succès-là? On peut revenir en France sur un truc tout bête. Suikoden 1 n'est pas sorti localisé en français. Voilà, un truc bête, il est sorti qu'en anglais, en version PAL. Donc ça, à l'époque, les jeux français, c'est rare. C'est rare, on est d'accord. Enfin, les RPG en tout cas. Les RPG surtout, et en l'occurrence, le 2 a eu cette entrée en la matière, qui en plus, le 2 n'est pas du tout excluant, malgré ce que j'ai pu dire un peu plus tôt sur cette continuité. On peut rentrer dedans sans aucun souci. On va comprendre qu'il y a des clins d'œil potentiels, mais c'est pas lourd, il n'y a pas besoin d'un bagage complètement dingue, contrairement au 3, dont on parlera un petit peu. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, maintenant, il se vend à un prix assez délirant, mais quand il est sorti en français, donc il sort 1 an et demi après la version japonaise, je crois que c'était l'été 2000, puisque je me souviens l'avoir... Oui, et en plus, 199 francs, il faisait partie de cette période 28 où juillet 2000. Ouais. Voilà, 28 juillet 2000, il faisait partie de cette époque où les Legend of Legaia, les Star Ocean, toute cette localisation en français, pour le marché français, était à des prix exceptionnel. À des prix défiant toute concurrence. Et c'était vraiment exceptionnel. Moi, je me souviens quand il est sorti en français, on t'expliquait justement que c'était un événement d'avoir un tel jeu en français, intégralement en français. C'est vrai. Et du coup, voilà, c'est un RPG qui, comme tu le disais, a une fin en plus. Voilà, suivant que tu recrutes l'intégralité des 108 étoiles ou pas et que tu réalises les bonnes actions, change considérablement un petit peu la perception que tu peux avoir des événements. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est un jeu qu'on revoit régulièrement dans les tops de créateurs de jeux vidéo japonais. Sur les topics, Risatera, sur Gamecult et autres, il est souvent cité en exemple. Je crois qu'il y avait... Mais à l'époque de sa sortie, c'était pas non plus un plébiscite critique comme celui-là. Il a même eu des notes assez... Alors il a eu c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il a des notes assez moyennes. Mais moi, pour avoir beaucoup lu la presse de jeux vidéo japonaise à l'époque, puisque c'est de là encore qu'on tirait beaucoup nos infos, et puis c'est l'époque aussi où j'ai commencé à écrire dedans, donc forcément je la recevais aussi. C'est là où tu vois commencer à apparaître énormément de fan art dans les rubriques courrier. Et là vraiment, tu sens qu'il se passe un truc. Et Konami va d'ailleurs commencer, dès l'année 99, à faire du merchandising autour des personnages de Suikoden 1 et 2, des porte-clés, des trucs comme ça. Alors, à l'époque, tu pouvais pas produire forcément des figurines comme tu peux le faire aujourd'hui, mais Suikoden 1 et surtout le 2, tu vois se multiplier des grandes fresques que les lecteurs dessinent, genre voilà, je vous ai dessiné mes 20 personnages préférés, enfin des illustrations absolument incroyables, et tu vas commencer à avoir, alors je sais plus si c'était un jeu de cartes ou quoi, t'en as, voilà, tu vois, il joint le geste à la parole. Tu vas avoir plein de produits dérivés, de la papeterie, des choses comme ça, ce qui est finalement assez rare encore à l'époque. Le produit dérivé de jeux vidéo, ça reste quelque chose d'encore assez peu développé. C'est assez dingue parce que c'est parfait, on s'est pas consulté avant, mais là en fait j'ai dans les mains une revue qui s'appelle Genzo Shinsho, qui a en gros été une revue dédiée à Suikoden. Il y en a eu je crois 14 ou 15 en tout, et ce volume 6, je le prends souvent parce qu'il est emblématique, il récapitule les sorties des jeux, c'est un fanbook quoi. Et tous les produits dérivés, donc notamment ma quête du Saint Graal qui est la boîte de cookies de Suikoden 2 que je n'ai pas encore obtenue, et vous avez ça va jusqu'au bandeau du fort de mercenaires dans Suikoden 2, des sous-verts. Je vais essayer de trouver une plage un petit peu emblématique. Tac, le mug. Ça, c'est très, Il n'a très pas bien. son mug, Suikoden. Celle-là, Celle-là, juste en face de toi. Temps de m'habituer. Tac, voilà, vous avez un petit peu, et vous avez la fameuse boîte à cookies. Donc, si quelqu'un là, faites passer à Gamecult, je m'occuperai de la réception. Tiens, je t'en prie. Voilà, des boîtes à bento, comme avec un petit chien, personnage de Suikoden 3, etc. Tu vois, le bouquin date de 2001 à peine. Ouais. Donc, ça veut dire que le jeu sort en 98, et en 2001, tu as encore des bibles Suikoden. Donc, ça veut dire qu'il y a une fanbase. Tiens, regarde ce que je te disais tout à l'heure. Là, ils ont plein de. Konami lui-même va contribuer à ce fandom. Voilà. Présence sur le plan du dojin. Oui, dojin. Oui. Parce que ce qui est intéressant avec Suikoden, c'est que il y a 108 persos, donc évidemment, tu peux te faire tes préférés, mais surtout, ils sont relativement malléables. Tu peux les imaginer dans des situations un peu différentes. Et comme il n'y a pas encore de voix, il n'y a pas encore d'acting, les gens s'identifient assez facilement. Le nombre de Yonkoma que tu as autour de Suikoden 2, il est hallucinant. Même dans l'intro du 2, tu vois des séquences de vie à la forteresse qui te permettent de déjà travailler un petit peu l'imaginaire et de voir un petit peu comment les personnages peuvent interagir quand ils sont pas sur le champ de bataille. Et c'est ça aussi. Il faut voir aussi un truc qui était assez exceptionnel en termes d'attachement aux personnages de Suikoden 2. C'est que, alors moi, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché, donc je me souviens plus du nom des personnages, mais à un moment, tu peux recruter un détective privé. Richmond. Voilà. Et ce mec-là, si tu le payes, il va te livrer les secrets de chaque personnage. Donc ça veut dire que il y a du background sur les 108 personnages. T'as 4 anecdotes par personnage. Voilà, 4 ou 5, je sais plus, c'est 4, ouais. Et puis plus tu payes, plus l'anecdote est profonde. C'est ça. Et sauf certains, il y a des personnages gags où ils ont rien écrit. Comment s'appelle la fille, tu sais, il a peur d'enquêter sur elle. Il est en mode Moello, il est sous son charme et chaque fois que tu payes, il met des petits points, il dit je ne peux pas en dire plus. Voilà. C'est génial. Mais justement, ça donne vie au truc et tu t'es complètement dans cette ville virtuelle.
virtuel, parce que tu t'imagines, tu le payes, je dis n'importe quoi, mais tu le payes, il va dire ouais, en fait le docteur il s'arrange avec Madame Machin pour qu'elle lui file des légumes moins chers, je me demande ce qu'il fait avec et tout, donc ça t'ouvre une mini croquette qui sert à rien, où tu vas essayer de choper des indices et puis tu vas comprendre, ça n'a aucune incidence dans le jeu, mais tu vas comprendre en parlant avec les bonnes personnes qu'il avait besoin de légumes pour faire je sais pas quoi, et en fait ça va changer complètement ton point de vue sur ce personnage, et c'est cette profondeur et cette richesse qui est complètement optionnelle, qui font aussi que tu vas t'attacher au jeu. Parce que, tu sais, on dit, c'est la mode en ce moment dans les mèmes sur Internet, où tu vois, tu sais, t'as toujours l'image d'un mec triste qui dit, voilà, j'ai fini le jeu et ça veut dire que j'y jouerai plus jamais, je suis trop triste et tout. Et Suikoden 2 te permettait justement de ne quasiment jamais quitter le jeu. C'est-à-dire que, une fois que tu l'avais fini, une fois que tu avais battu le dernier boss, tu pouvais reprendre une save précédente et te dire, bon, allez, maintenant, je vais passer 15 heures, 20 heures, et je vais découvrir les 4 secrets des 108 personnages. Et je saurai tout. Et comme ça, tu entretiens le jeu. Tu peux continuer à vivre dedans. Ouais. Ça, t'as le meilleur mini-jeu de la Terre avec le personnage de Aiyo, qui est le cuisinier, qui a un mini-jeu en fait de cuisine en fonction de recettes qu'on peut récupérer, qu'on peut utiliser effectivement dans une espèce de battle de cuisine à Pierre le Petit Chef ou autre Food Wars pour être plus moderne. Et voilà, c'est vraiment... Ouais. Je suis d'accord. Et donc on disait, Konami continue d'entretenir un petit peu le fandom avec 2 fan-disques, si on veut, ça reste des jeux, mais voilà, ce sont des text adventure games. Des text adventure, donc les 2 Genso Suiko Gaiden, donc là il y a un jeu de mots effectivement, donc des hors-séries autour de la saga Suikoden. C'est assez exceptionnel d'avoir ce genre de produit, parce que il y avait les Tales of Fandom, il y avait des trucs un petit peu comme ça. T'en as pas eu beaucoup. T'as eu les Tales of Fandom, t'as eu les galeries machin là des personnages de Virtua Fighter, mais t'en as pas eu beaucoup d'autres. Il y a eu Kojima qui a essayé d'en faire sur Snatcher évidemment. Snatcher avec justement Yamaoka aux musiques et effectivement épaulé avec Suda Goichi sur la narration de certains arcs. Il me semble que t'en as eu sur Tokimeki, voilà, exactement. Dédié à chacune des filles, autre série Konami. Mais c'est assez, il y en a pas eu sur Final Fantasy, par exemple. Tout à fait. On a du pur textuel, on est sur des sorties, le premier Harmonia no Kenshi, donc les pays d'Harmonia en 21 septembre 2000, et le deuxième volume, Kurisutaru Bare no Keto, donc duel à Crystal Valley, en 22 mars. Voilà. 22 mars 2001, ouais, coup sur coup, bon, c'est pas forcément des succès gigantesques non plus, mais ça permet de faire patienter parce que il y a une transition qui va bientôt s'opérer. Il y a également 71 000 quand même pour le premier. Oui, c'est finalement pour un truc correct. pareil, moi j'ai revu les chiffres. Effectivement, c'est correct pour des jeux qui sont, Suikoden 2, c'est quoi, c'est 350, 400 000 exemplaires, donc c'est pas si mal. Et donc il y a également un jeu GBA, puisque la GBA vient s'incruster à la fête. Un card story, ça c'est quand Konami n'a plus d'idées, ils ont fait ça pour Captain Tsubasa, ils font également ça pour Suikoden. Tu as joué, Mehdi, toi, à ce jeu-là? Oui, bien sûr. Ça vaut quoi? C'est très sympathique. En fait, ça c'est très sympathique, ça veut dire que c'est une grosse arnaque. Non, franchement, ça aurait pu, mais ça va, ça se laisse vraiment faire. Un petit jeu de cartes sympathique, et ils avaient un petit bonus. Je vais laisser Greg faire l'unboxing. Normalement, si j'ai bien fait gaffe, normalement j'ai laissé le truc dedans. Ça coïncidait, voilà, exactement. Il y avait un paquet de cartes qui était offert. Tu peux l'ouvrir. Il est ouvert déjà. Non, il est ouvert. Regardez, hop, je fais le YouTuber qui vole les cartes Pokémon des enfants. Et en gros, voilà, c'est ça. On va créer une pénurie sur les cartes. Draco Shiny. Et il y avait effectivement un jeu de cartes aussi pour compléter. Zoomer sur moi. Voilà, zoomer. Effectivement, et voilà, là aussi, bon, c'est pas un gros succès, mais ça permet de raconter l'histoire du 2 avec un gameplay jeu de cartes, c'est ça? C'est ça, ouais. Même pas 8000 ventes. Ouais, ah oui. C'est light, très light. Ouais, effectivement. On est d'accord. Et pourtant, la GBA est déjà présente depuis un petit peu de temps. C'est l'époque de Yu-Gi-Oh! Et de son million d'exemplaires. Donc, si tu veux, c'est compliqué d'exister quand t'as un jeu de cartes. Disons qu'on a mis l'expertise, quoi. Ouais, mais même le Card Hero de Nintendo n'avait pas réussi à percer à l'époque. Donc, c'est vrai. Et puis, il faut patienter un petit peu. Mais enfin, la transition vers la 3D, eh bien, s'opère. Ce sera avec Suikoden 3. Avec Donald. Putain, quand la première fois que j'ai vu sa tête. 11 juillet 2002, donc finalement quasiment plus de 2 ans après la sortie de la PlayStation 2 au Japon. Suikoden 3 arrive lui aussi au Japon, et puis là, est-ce qu'on peut dire que la magie n'opère plus, ou en tout cas c'est un jeu qui est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'il a eu un bon succès critique au moment de sa sortie, notamment au moment de sa sortie aux États-Unis. Il est vraiment salué comme tel, notamment le scénario.
qui est fou. Hein. Le scénario, si vous avez fait les 2 précédents, c'est vraiment dingue. Ça boucle l'arc du 1 et du 2. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais, comme on disait sur les statuts de relations Facebook, c'est compliqué à l'époque, dans le sens où la 3D n'est clairement pas maîtrisée. Ça, c'est balbutiant. On a alors oui, on sait surtout à Gaijin Dash que les va-et-vient dans les RPG, c'est monnaie courante. Mais alors là, ils sont allés au bout du bout de falaises, à monter, à redescendre, à revenir et machin. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des personnages sympathiques, des musiques moins reconnaissables aussi. C'est plus la même compositrice. Effectivement, c'est plus Miki Higashino là-dessus. Et d'ailleurs, ça permet de pointer plutôt que de perdre un temps trop conséquent. Les gens se font leur opinion sur le 3, qu'on avait quand même chose assez intéressante, c'était un truc qu'on repère souvent chez les compositrices, chez les compositeurs, beaucoup de compositrices, notamment dans le Konami Kukai High Club, et il faut savoir, pour anecdote, même si ça a déjà dû être dit ici, que il était pas rare qu'un Yamaoka passe l'épaule au-dessus de Higashino pour la conseiller sur une composition, ou Nyamane vienne en renfort, etc. Et c'est vrai que Miki Higashino a vraiment créé, elle a été quand même jusqu'au Gaiden dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des arrangements des thèmes précédents. Mais là, on sent, alors non pas que c'est moins inspiré, parce qu'il y a des très beaux thèmes, mais peut-être trop de thèmes aussi, et un jeu un petit peu trop long. Et proposition quand même intéressante, on a un triptyque. Alors autant dans le 2 c'est proposé, mais on incarne principalement le héros. Ici on a vraiment 3 personnages principaux. Hugo qui est un habitant des terres de Karaya, Chris, fameuse chevalière qui fait cling cling comme on disait avec Greg tout à l'heure quand elle bouge, ça c'est un enfer dans le jeu, et Gedo, et le tout tourne autour d'un élément qu'on n'a pas précisé, qui sont les vraies runes. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie emblématique de Suikoden. Tout à fait. Voilà. Daniel, on se connaissait déjà à l'époque quand Suikoden 3 est sorti. On s'est tous les deux pâmés pour l'introduction, qui est Gonzo. Oui. avec sa musicalité qui est absolument incroyable. Le début envoyé du bois. Et puis on s'est fait la réflexion tous les deux. Est-ce qu'on n'a pas été des jompis? Est-ce qu'on s'est pas fait carotte? Parce que il y a quand même des changements qui sont assez drastiques, notamment dans le système de combat. C'est-à-dire qu'on parlait des différents types de rangs. Là, cette fois-ci, les personnages évoluent par paire. Ils sont associés par 2 et ils vont un petit peu frapper à 2, j'avais oublié ce entre détail. guillemets. Et ça annihile totalement cet aspect un petit peu tactique La mainmise sur la qui faisait l'intérêt, qui t'incitait à aller piocher dans pas mal. Alors évidemment, chacun se complète aussi. Il y a des compétences qui vont s'additionner quand tu en regroupes 2 ensemble. Oui, mais une fois que tu as trouvé le bon duo, t'en bouges plus, quoi. C'est ça. Et puis surtout, il y a autant tu parlais du rééquilibrage au niveau de l'XP, là le souci c'est qu'on galère comme pas permis sur les 8-10 premières heures, et puis il y a des systèmes de skill avec notamment soit des magiciens ou des maîtres bujutsu qui vous augmentent les stratégies d'armes, mais une fois qu'on les a, en fait on roule sur le jeu quand on a un personnage. Donc il y a un déséquilibre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Murayama avait posé en amont son départ de la team, et que ça a été fini plus ou moins par la team R&D en fait chez Konami. Donc je pensais qu'il était parti une fois que le projet était considéré comme finalisé. Voilà, lui dit beaucoup qu'il est parti vers la fin. 3. Après, la question restera toujours est-ce que c'est pas un discours politique alors qu'en fait il était parti avant avec cette volonté de fonder un studio indépendant de son côté. Ouais, et donc un jeu qui forcément est aujourd'hui, on peut le dire, quand même un peu pénible à jouer. Il faudrait qu'il ait un remake. Voilà, faudrait qu'il y ait un remake. Mais faut s'accrocher. Faudrait qu'il ait un remake comme on a le remake de FF12 où tu peux jouer vitesse x2 x3. Par exemple. Ça serait sympa, tu vois. Faites comme sur le Suikokas, vous mettez l'accélération de l'émulateur et vous avez aucun problème. C'est pas une blague en plus. C'est-à-dire tu mets le CDPS2 dans un PC, il est reconnu et tu. Non, sur ton ému et t'accélères, tu fais x2 de ton émulateur et tu traces à ce moment-là. Voilà. Non, je te tendais une perche pour dire que tu possédais le jeu original. Autant pour moi, il est là. Bref, donc jeu laborieux, mais ce n'était rien comparé à celui qui suivra 2 ans plus tard, que tu as testé. Ton sacrifice n'aura pas été vain. Celui qu'on connaît par le nom de l'épisode du bateau. L'épisode du bateau. Et dès qu'il y a un bateau dans un jeu, méfiez-vous, surtout quand il s'agit de traverser un continent, n'est-ce pas? FF15, tu penses? Au hasard. Ceux qui l'aiment prendront le bateau. Donc oui, Suikoden 4. Je me souviens encore de ces SMS de tu verras quand tu prendras le bateau. L'épisode du bateau qui, alors lui, c'est même plus qui bouscule tout, c'est que non seulement les trajets vont se faire en bateau, donc c'est plutôt bien d'avoir autre chose à proposer, puisqu'on
puisqu'on s'est beaucoup baladé sur les continents. Ah putain, la démarche de con, je m'en Ouais, il y souvenais avait plus. c'est ce qu'on appelait la course bénie à l'époque avec les potes. Ah là là. Mais putain. même le système de combat, on va le sabrer, on sera plus 4 plus 1, si j'ai bien compris. Et, Non, tu dis pas de bêtises, ouais. et voilà, et c'est un jeu gris, mou, Oh là là. long, enfin non pas si long, mais en tout cas non. Ils Ça réussissent va. quand même à faire plus moche que le 3. Enfin, pas plus moche, mais moins beau, je veux dire, parce que le 3 Il est était terne, finalement ouais, il est joli. pas moche. Mais ouais. il est, enfin, techniquement, je sais Est-ce pas. est-ce que c'est pas l'épisode du divorce? Est-ce que là on commence pas à se dire merde, Konami c'était mieux en 2D? C'est la et la Suico 3D, ils vont jamais y Exploitation, arriver. quoi. Alors je pense que comme pour beaucoup de choses ici à Gaijin Dash, c'est souvent mieux en 2D, pas tout le temps mais souvent. Mais pour au-delà de ça, non mais il y a une maîtrise. On sent qu'il y a eu quelque chose de précipité. Il faut savoir quand même qu'à la direction, on s'est pu retrouver. Forcément, on l'a dit juste avant avec Yoshitaka Murayama qui était parti depuis un petit moment, mais avec Junko Kawano qui n'a pas manqué de talent. Franchement, moi je trouve qu'elle a quand même tenu le truc pour éviter le naufrage total. Il y a énormément, et je dis vraiment pas ça en mode fanboy, hein, j'adhère à ce que vous avez dit avant, mais il y a énormément quand même de bonnes idées et pas que scénaristiques. Je trouve que pour le bateau, beaucoup de gens font le procès. Moi en général, je me fais pas aimer, mais je trouve que le bateau est pas si pire que ça que le bateau volant de Skies of Arcadia. Ah oui, non mais Ah bah oui. Voilà. Il y a le Entre mal et il y a le Carrick mal des absolu, Silla, si tu veux, ouais, c'est- C'est ça. Donc Que des triggers quand même. ouais, voilà. mais grosso modo, c'est très dur. C'est très dur. Et ça tiendrait pas à grand chose. Hein. La navigation du bateau serait revue. Franchement, le jeu reste quand même assez Faut y sympathique. jouer est-ce face, qu'il a des qualités, ouais, quand même? Parce qu'on, Si, non, ouais. c'est vrai, parce qu'on Si, niveau on dynamique, en souvent, on dit c'est le vilain petit canard de la série. Ouais, mais là- voilà, mais pas forcément de manière suffisamment critique. Typiquement, tu parles des systèmes du combat du 3, ils sont revenus à un truc beaucoup plus péchu, beaucoup plus attrayant et tout. Mais c'est vrai que voilà, ça prend son temps. C'est un jeu aussi qui est assez sombre au niveau des propositions de l'intrigue, là où les deux premiers et même le 3 arrivaient à joindre des moments sympathiques. Il y a un peu moins de comédie, il y a un peu moins de... T'as relevé mon test ou pas? Oui. Ouais, et je disais quoi? Parce que Ouais, tu dis que les phases sont hyper laborieuses, que tout est lent et Mais que t'as gageons plein de plein de combats aléatoires en plus. Ouais, Parce que moi, je me souviens, là, en le revoyant, j'y ai jamais retouché depuis 2004, tu vois, donc ça date. Là, en le revoyant, effectivement, la démarche débile du héros m'a ressauté au visage. Je me dis, mais oui, les effectivement, c'est traumas. nul à chier. Mais je me souviens, j'ai très peu de souvenirs, en fait, de ce jeu. Ouais, il a malheureusement pas marqué. Et ouais. aussi surprenant que ça puisse paraître, Konami va essayer de capitaliser sur cet univers-là. Alors là, le jeu, quand il est annoncé au Japon, on tombe un petit peu des nues parce que autant chez nous, il va s'appeler Suikoden Tactics, Oui. autant là-bas, il l'appelle Rhapsodia. Oui. Voilà. Et pourquoi Pourquoi donc, ce pas. sera une déclinaison tactique de cet univers de Suikoden 4. C'est ça. Ça, clairement, ça a 5 ans de retard. Ouais. C'est-à-dire qu'ils auraient dû profiter de la vague FF Tactics et tout ça. Et là, tu sens c'est un mauvais timing pour ce jeu, en fait. Bah, il sort après le FF Tactics de la GBA. Bah ouais. Ah oui, en fait. largement, on Et, est en septembre 2005. Bah oui, c'est beaucoup plus tard. Ouais. Et justement, le Tactics GBA, je pense, a fait un peu de mal à ce genre de jeu. Ah ouais, moi personnellement, j'ai jamais touché parce que justement, j'en ai entendu que du mal. Mais toi, Mehdi, du coup, comme t'es un grand fan de Suikoden, tu le rangerais où? C'est un tactique de qualité ou c'est quand même un truc dispensable? Après, si tu prends le Panthéon, non, c'est sûr que c'est assez lointain, mais pour moi, il fait le job, même sans être dans une dimension suicodéenne, on va dire. Ça fait le taf, c'est sympathique. Il n'y a pas forcément besoin des ajouts sur le scénario du 4. Ça se tient, on se retrouve avec des personnages quand même aussi autrement plus attachants que dans le 4. Parce que oui, on a oublié de préciser que dans le 4, il y a aussi le personnage de Snow, que tout le monde veut oublier, hein, qui est le copain du héros et qui est infernal en termes d'écriture. Non, c'est jamais un bon. Non, c'est jamais un bizarre, Remember Final Fantasy 13. Voilà. Ouais. Bah, c'est dommage que ce Rhapsodia soit un peu bof parce que pour le coup, un tactical RPG, c'est l'idéal quand t'as une pléthore de personnages. Ouais. Parce que justement, tu peux te faire ta petite équipe, tu peux te faire plaisir, etc. Et c'est dommage que celui-ci ait un peu loupé le coche. Non, en mais fait. surtout, il y a un truc, c'est que la base de Suikoden, c'est quand même avoir une troupe et faire du management, quoi. C'est ça qu'on demande à un Suikoden avant tout. Et avec un Tactics, tu peux Ça pas. passe moins, ouais. Ouais. C'est sûr.
C'est sûr. Mais on peut faire un petit peu ironiser en se disant que le Tactics fait écho aux batailles tactiques du 2, qui étaient elles aussi déjà à l'époque en tactical. Mais c'est sûr que bon, ça, c'est pas un jeu à mettre dans le panthéon des tactical. C'est pas avec celui-là que tu conseillerais de reprendre ou d'essayer de découvrir la série. On arrive justement à peut-être celui qui a permis peut-être un petit peu de sauver la face et de maintenir, on va dire, voilà, la série dans l'esprit des gens. C'est Suikoden 5 qu'on espérait pas forcément, qui est arrivé d'ailleurs assez tard dans la vie de la PS2, puisqu'on est déjà le 23 février 2006 au Japon. Et il faut attendre en plus la localisation. Je crois que c'est à l'automne 2006 chez nous, quelque chose comme ça. Septembre de 2006. 22 septembre 2006 chez nous. Testé par Amaybi d'ailleurs, qui avait contribué aussi au Suikoverse chez Gamecult. Et voici donc Genso Suikoden 5. Ouais. Meilleure porte d'entrée. Ouais, pour toi, plus que Suikoden 2 par exemple à choisir. Alors, si t'es pas insensible à la 2D, allez-y sur Suikoden 2, hein, bien sûr. Ouais. Mais honnêtement, le 5, c'est un super bon compromis, 2,5D, 3D, autrement évidemment maîtrisé que le 3 et le 4. Une histoire dense, j'aurais enlevé peut-être quelques heures de scénar, mais c'est pas très lourd. Long, hein. C'est pas lourd, hein, ça va. Et long sinon... mais digeste, c'est ça que tu dirais. Voilà, merci. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un peu longue si j'en crois les échos. Il y a pas mal de dialogue au départ pour placer un peu les personnages sur l'échiquier. Ouais, mais une fois que c'est parti, ça y va. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a des dimensions, des ressorts émotionnels qui marchent bien, même sur cette longue installation, et surtout pas de ticket d'entrée insurmontable pour les fans de Suiko. Autant le 4 fait pas mal de petits poke de l'épaule, autant le 3 est clairement une boucle bouclée du 1 et du 2. Le 5 fait vraiment s'affranchit de ça. Et ça reste un bon RPG. J'irai pas jusqu'à très bon, mais plutôt bon RPG. On parle d'un jeu qui aurait bien besoin d'un remaster. Celui-là, avec ses aplats de texture, là, il serait candidat à rêver, quoi. S'ils réduisent les loadings... écoute, il a une gueule de jeu Vita. Hein. C'est vrai, complètement. Complètement. Ouais, effectivement. Et ben d'ailleurs, pour conclure un petit peu ce tour d'horizon de la saga Suikoden, il y a 2 autres épisodes qui sont sortis. Oui. Et là aussi, dans un anonymat tout relatif. Alors, peut-être moins l'épisode DS. Non, le Tierkreis, ça va. Suikoden Tierkreis, qui a eu son exposition. C'était encore l'époque où on se disait, putain, Suikoden arrive sur DS, ça va être la folie pure. Et puis je me souviens qu'on l'a attendu. On l'a attendu, ouais. Et puis finalement, ça n'a pas été tant la folie que ça, pour plusieurs raisons. Sans doute le côté un petit peu naïf d'une façon générale et ce côté un petit peu vignette. Le problème qu'on avait, c'est que quand la GBA arrive, on avait la promesse de la Switch et on l'a pas eu. C'est-à-dire que quand la GBA arrive, la DS, on se dit... tu veux dire non, la DS. Oui, pardon, la DS. Quand la DS arrive, on se dit enfin, on va avoir tous les jeux qu'on aime dans la poche. Et en fait, non, parce que tous les jeux qu'on aime ont été infantilisés. Ouais. Et du coup, c'est pas ça qu'on veut en fait. Ouais, c'est vrai. On voit donc le héros qui est là, un petit peu plus juvénile. Mais surtout, je me souviens d'un rythme assez lent, en fait, là encore, qui était assez problématique. Et comme je le disais, un monde que tu ne fais que traverser par il me semble, je sais plus s'il y a une warmap. Il y a un portail qui avec des promesses d'ailleurs de connectique qu'on avait, d'envoyer ces personnages, une ersatz de Valhalla de Valkyrie Profile, mais non, il y avait des bonnes idées, dont notamment celle-là, même si je la présente pas de manière flatteuse. Et surtout, vous avez oublié un truc, même si vous alliez y venir, on n'est pas dans l'épisode canonique. Oui. On n'est plus dans l'univers canonique des Suikoden, donc ça a beaucoup clivé, mais ça reste, je le comparerais en le revoyant tourner récemment, peut-être à du Ni no Kuni dans le côté poussif du rythme, dans le côté enfantin dont vous parliez. Donc voilà. Mais il y a quand même des trucs assez chouettes. Alors je dis ça plutôt de manière noble, peut-être à donner. En plus, il a été localisé en français, peut-être à donner à faire dans la série des jeux à faire pour des petits enfants. Mais moi j'aimais beaucoup à l'époque sa direction artistique. Ouais. Je trouvais qu'il était assez joli. Ouais, effectivement, oui, ce système de combat qui effectivement que je trouvais l'un des atouts de Suikoden des 2 premiers, c'était vraiment la rapidité. Et là, tout paraissait lent, la moindre action demandait 12 validations. Mais ça a beaucoup influencé Dragon Quest, je pense, le fait d'être à la fois en 3D, mais aussi d'être très accessible. Ouais. Je pense que quand ils se sont passés à la PlayStation, ils ont dû se dire, faut qu'on fasse comme Suikoden. Et ensuite, il y a le Suikoden auquel personne ou presque n'a joué. Ah, le jeu d'aventure. Non. Le PSP. Le PSP, oui.
Sumogareshi le Yakunen no Yakunen Toki. Yakunen. qui est Voilà. sorti, mais alors dans l'anonymat général en Ah là. 2012. Là aussi, pas Non, il canonique. y a un mec qui l'a testé pour console plus. Ah non, C'est même vrai. pas. Je Ouais. crois que Tu l'as pas testé? j'ai Ouais. arrêté console plus. 9 février 2012, ouais. Ah, limite. On est Tout assez dit. proche de ce qu'on vient de dire de Tierkreis, hein, et puis il fallait y aller parce que aucune localisation. Donc amusez-vous à trouver des fan trad sur les internets si vous ne maîtrisez pas le japonais, bien entendu. Et peut-être qu'on peut finir pour les indécrottables de la Oui. PSP, sauf si vous l'avez La déjà sur compilation qu'on n'a PSN. jamais eue alors qu'on l'a réclamé encore et Et écrit. ouais, je trouve vraiment crétin de ne Alors pas que ça l'avoir serait fait. tellement la facile. version Le 1 et le 2, PSP du sortir sur 1 et du Switch. 2 sur PSP. C'est bien dommage de pas avoir saisi l'occasion à l'époque. Ah bah, c'est sûr que là, s'il avait été localisé, on aurait trouvé la porte d'entrée idéale, de toute évidence. Puisque là, bon, on a été un petit peu critique vis-à-vis des différents épisodes. Bah, il faut être honnête. Il y a 3 épisodes qui surnagent et le reste qui sont un petit peu RPG classiques. En fait, le problème, c'est que le 2 est tellement bien que ça aussi, ouais. le nom Suikoden est inoubliable grâce au 2 qui est cultissime. Mais voilà, la qualité des autres est pas, à part le 1 et le 5, la qualité des autres est Comme est Fantasy big-bof, Star quoi. 2, après tu passes à Fantasy Ah Star non, 3. attention. Quand est-ce qu'on fait un Gaijin Dash? Non, Retro Dash Fantasy Star. Ah, Ah, ce serait mais il n'y a bien, pas ça. tellement d'épisodes, ou alors faudrait parler Je sais des pas. épisodes online. Mais Ils ont pas eu ouais. de bol, disons. Pour un petit peu résumer, hein, c'est pas pour venir sauver ce qu'on a dit de manière critique. Moi, je maintiens, même en étant un fan devant l'éternel, je pense que ça s'est vu. Mais ils ont pas eu de chance et c'était revenir sur le socle en fait qui a été le premier, hein, donc avec Junko Kawano qu'on retrouve aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, au lead artiste donc Cara Design, et elle a fait du chemin. Déjà sur le 4, sa patte avait vraiment évolué. J'aimais celle du 1, moi j'avoue le côté donjon et dragon. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, je peux comprendre. Mais là vraiment elle a évolué et il faut savoir aussi qu'il y a une autre Cara Designer, et je m'en voudrais de pas la citer, qui est Fumi Ishikawa, qui était la Cara Designer sur le Suikoden 2, 3 et les Gaiden, et qui elle a fait un boulot fabuleux auprès de Miki Yashino aux musiques dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que voilà, le mojo est parti au moment où... Est-ce que finalement, c'est pas aussi la traduction du mojo de Konami qui s'est un petit peu éteint après le début des années PS2 et qui a eu du mal à... T'avais vraiment tout l'argent qui partait chez ISS et Wing Metal Eleven Gear, et et, puis ouais. voilà, Il c'était faut Wing voir un Eleven truc, et c'est Metal Silent Hill Gear. aussi, et- partiellement. Konami dispatchait en fonction de ses studios, Ouais. et il laissait les studios majeurs faire bien sûr le studio de Kojima, enfin celui qui deviendra le studio de Kojima. Il faut voir aussi que c'est l'éditeur de PES, Ouais. à l'époque où PES est le Et- leader absolu. Ouais. PES est devant FIFA en France, Ouais. quoi. PES, ouais. c'était le gros jeu de foot avant qu'il se fasse dépasser, mais c'était le gros jeu de foot. Donc, ils gagnent tellement d'argent avec PES que pour eux, Suikoden, si ça se vend à 500 000, ça reste quand même... C'est une niche japonaise. Ça reste quoi. quand même des cacahuètes comparé Ouais. au Avec gros PES, jeu. c'est avec l'arcade, évidemment, Dance Dance Revolution, leur Oui. salle de sport de plus en plus grandissante. Ils ont du fric qui leur Voilà. tombe sur la gueule. sans trop forcer. Pourquoi Ouais, c'est- s'entêter à faire du RPG? C'est vrai que c'est aussi Et l'époque de DDR. C'est aussi ce qui marque, du coup, ils dispatchent les jeux à des studios, à des sous-studios. Par exemple, alors, ils ont Osaka, mais ils ont aussi Nagoya, Ouais. il y a Tokyo. Enfin, il y a vraiment plein de studios différents, suivant leur capacité Suivant leur et leur- potentiel commercial, finalement. et leur expérience. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça a sacralisé la fin à la fois de Suikoden, mais aussi de Goemon et des Oui. grosses Ah. licences de Konami. C'est-à-dire que ils avaient plein de grands trucs et ils les filaient à des petits studios. Et ça, au bout d'un moment, ça s'est vu. Et même pour Castlevania, c'est ce qui s'est passé. C'est que à force de mettre tout le blé dans les gros jeux, dans leur triple A de l'époque, du coup, il restait moins pour les autres. Et c'est aussi peut-être ça qui a fait du mal à Suikoden, alors qu'ils auraient fallu pas grand chose, il aurait fallu un peu plus de technique, un peu plus de design, un peu plus de... Il a pas fallu grand chose pour que Suikoden perdure et devienne au moins comme Tales of. Mhm. Au moins le niveau Tales of. Mais ils ont pas mis ces billets sur la table qu'il aurait fallu. Je pense que c'est un vrai de... et maintenant, Konami, oui. maintenant, ils n'auraient plus rien à foutre. Ah, cela dit, ils reviennent, ils essaient un petit peu de Depuis le succès surprise de de Bomberman, ils revitaliser. essayent de revenir un peu. Hein. de On a vu Momotaro, voilà, ils voilà, essaient de le- revitaliser certaines de leurs séries. l'ouverture du Konami Shop. Ils essayent ils ont compris que Oui, ils tout le vont monde faisait du produit dérivé Ils vont aujourd'hui faire et que un il y a studio- peut-être du trentenaire, du quarantenaire un peu nostalgique. Il y Ils a vont peut-être faire un billet studio- à gratter. Mais quoi. je veux dire, comparé au pléthore des licences que Konami possède. Ouais. Et on a cité, j'ai cité Goemon, j'ai cité les autres, mais il y a Silent Hill. Mais oui, il y a Enfin, tu vois, Gradius, il y a Twin Bee, il y a tout ça. je veux oui. dire, le nombre de trucs qui pourraient sortir Ah. et que tout le monde serait là, genre, les trois est Shut sauvé, up and le take my 3 est money, sauvé.
Et ils le font pas. Ils le font pas. Écoute, à partir du moment où ils ont sorti Getsu Fumaden Undying Moon du plus grand chapeau de jamais vu, je pense qu'on peut. Ça, c'est clairement un mec qui était bourré à une soirée en interne chez Konami, qui a vu le truc le plus obscur qui calait une porte et dit viens, on fait un remake de ça. Ou alors c'est un studio indé qui s'est pointé en disant donnez-nous la licence et on vous en fait un trésor. Bah voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de revitaliser cette Faites-moi un Twin Bee là. Les gars, on a vu Streets of Rage, on peut pas qu'est-ce qu'on Metal fait Slug, Qu'est-ce qu'on fait? On fait un studio, on leur propose un truc. Par contre, on leur propose un truc. Ce qui est très bizarre, c'est que Suikoden, ça reste une énigme au niveau de ce que vous dites produits dérivés et compagnie, parce que autant Silent Hill, alors il y en a qui ils sont déjà en train de se mettre les doigts au fond de la gorge avec Dying Light, DLC par-ci par-là machin, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui perdure, et pourtant il y a des appels du pied permanents. Vous regardez toutes les illustrations anniversaires et compagnie, il y a toujours un petit Tilmak dans le héros du 1, il y a toujours un Ryo du 2 de Ryu du 2 et compagnie, et ils capitalisent pas là-dessus. Le seul truc, d'ailleurs ça a quasiment disparu, alors que avec Pouillon on parlait en off du coffret collector de Suikoden 3 tout à l'heure sur Konami Style. On a eu droit au 4 et au 5 aussi, et il y a plus rien en fait sur Konami Style niveau Suikoden. Ils ont sorti, alors ça c'est à pleurer de rire, des bonnets genre à $35 sur le konamishop.com qui sont affreux. T'as l'impression que c'est du comment ça s'appelle, du Wish ou du voilà, enfin bref. Et je sais pas, il y a un truc, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un chez Konami qui en veut à Suikoden d'aussi peu l'exposer. Bon. Écoute, le fait de mal utiliser ses licences, c'est aussi un truc qui fait que Gaijin Dash existe. C'est qu'on a toujours de quoi gueuler. Hein. Voilà. On a vu Simon Belmont dans dans Smash Bros. Ouais. C'est vrai, tout est encore possible. Peut-être que voilà, chez Konami, on écoute Gaijin Dash, Konami France, et on se dit. Ce serait bien de revoir la licence après autant d'amour. Je me souviens d'un thread Twitter où les gens disaient quel est votre éditeur de rêve, votre développeur de rêve sur une licence perdue, et moi j'ai dit putain, moi je voudrais Sakurai sur Genso Suikoden. Et pourquoi? Parce que c'est un mec qui sait manier beaucoup de personnages en même temps, et je rêverais de voir quelque chose de sa part. Eh bien, merci à tous pour ce segment consacré à la saga Suikoden. On espère qu'on vous a donné envie d'essayer au moins un des épisodes de la série, soit le 2, soit le 5. Le reste, bon, bah voilà. Je pense qu'on a été le 1 aussi. Et pour le reste, on va attaquer le deuxième gros morceau, décidément, de cette émission pléthorique. Vraiment, là, vous allez partir en vacances avec de quoi voir ou revoir. On va consacrer ce chapitre à Greg. Oh là là. Tout simplement. Le meilleur jeu de l'émission. Le meilleur jeu de l'émission. On en parle juste après cette petite parenthèse. Finalement, nous vous proposerons le segment consacré aux 30 ans de carrière de Greg prochainement dans une deuxième partie. Il faut dire que c'était long, mais c'était bon. Pas loin d'1h30 d'anecdotes sur la naissance de son histoire d'amour avec le jeu vidéo et le Japon, bien sûr, ses débuts à Joystick alors qu'il était encore au lycée, ainsi que les étapes majeures de l'industrie du jeu vidéo et de la presse qu'il a traversée. Ça devrait être dispo d'ici quelques jours. Merci pour votre patience. Sayonara.